Bonsoir, messieurs, dames. Merci d'être là pour cette soirée organisée par la FAFA Bretagne en partenariat avec le comité de jumelage Rennes-Erlangen. Et c'est à l'occasion de la journée franco-allemande qui, comme vous le savez, est le 22 janvier. On n'est pas le 22 janvier aujourd'hui, mais il fallait tenir compte des disponibilités de notre conférencière que je salue très chaleureusement et que je remercie d'avoir fait le chemin de Paris par ce temps exécrable pour nous parler de ce à sujet. À pied, c'était galère. Qu'elle connaît de façon excellente. Marion Gaillard n'est pas quelqu'un d'inconnu pour la plupart d'entre vous, je pense. Marion est une spécialiste des relations franco-allemandes, des questions européennes. Elle est historienne de formation. Elle a fait une thèse sur la politique à l'époque de Mitterrand et Kohl. Elle est très souvent sollicitée par les médias comme France Culture, Arte et j'en oublie. France 24, c'est tout, non? Enfin, très souvent. Donc, je ne vais pas sur CNews. Et elle nous a fait le plaisir de venir au congrès franco-allemand en octobre 21 à Saint-Brieuc, participer à la grande table ronde finale, entre autres avec Edmond Hervé. C'était un très bon moment pour ceux qui étaient là, qui se souviennent de ces brillantissimes explications qui ont convaincu tout le public présent. Permettez-moi juste un petit rappel peut-être sur cette journée franco-allemande. Vous savez très bien que les relations franco-allemandes ont été ranimées officiellement par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer en 1963, avec la volonté de réconciliation et de surmonter les haines et le ressentiment entre les deux peuples français et allemands. Et en même temps, ils ont dit que l'avenir repose sur la jeunesse. Donc c'était en même temps la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAGE, qui est un organisme qui subventionne toutes les mobilités des jeunes jusqu'à 30 ans. Et depuis 1963, 9 millions de jeunes français et allemands ont participé à plus de 360 000 programmes d'échanges et de rencontres. Donc c'est quelque chose de très important et qui a permis effectivement de rapprocher par la base, dans l'amitié, des jeunes Français et des jeunes Allemands, et par-delà, à travers les actions que font les comités de jumelage, que je représente ici pour la Bretagne, le rapprochement entre les adultes qui ont participé également à de nombreux échanges, qui ont créé des jumelages, donc des partenariats avec des villes allemandes. En Bretagne, on doit avoir une centaine, 42 sont affiliés à notre fédération d'amitié franco-allemande en Bretagne, donc à notre petite fédération. Et nous-mêmes, nous sommes affiliés à la FAFA pour l'Europe, car notre action, nous l'entendons dans une perspective nettement européenne. Nous voulons participer modestement et par la société civile à la construction de cette Europe citoyenne qui défend la paix et l'état de droit au niveau européen. Voilà, je reviens sur la journée franco-allemande. En fait, on parle de cette journée franco-allemande depuis 2003. C'est le président Jacques Chirac et le chancelier Gerhard Schröder, à l'époque, à l'occasion des 40 ans du traité de l'Élysée, ont donc solennellement créé cette journée franco-allemande pour en faire un moment festif et régulier dans l'année. Le dernier échelon important, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle en 2019 entre Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel. Ce traité d'Aix a apporté des nouveautés importantes, notamment pour nous, société civile. À la demande extraite de nos fédérations d'ailleurs, nous avions demandé que non seulement les jeunes soient aidés pour pouvoir vivre et réaliser cette amitié franco-allemande, mais également tout ce qui est action intergénérationnelle, festive, culturelle, comme aussi par exemple des anniversaires, des comités, des jumelages. La plupart en Bretagne, ils sont à 50, 40 ans, il y en a aussi des plus jeunes bien sûr. Donc c'est un échelon important et donc je remercie Marion d'avoir fait ce déplacement et de nous parler ce soir de l'après-Merkel. Vous savez tous qu'on a eu des élections importantes en Allemagne
avec un nouveau gouvernement encore jamais vu en Allemagne au niveau fédéral, à savoir une coalition entre les sociodémocrates, les libéraux et les Verts. C'est la première fois. Et ce gouvernement a de nouvelles convictions. Marion nous en parlera dans son exposé tout à l'heure. Donc on pensait que c'était intéressant à ce moment-ci d'essayer de faire le bilan des 16 ans de gouvernance Merkel avec différents partenaires présidents de la République. Et Marion va nous parler donc de ça. Est-ce que c'était un bilan plutôt positif, plutôt négatif? Est-ce qu'il y avait des points importants? Et bien sûr aussi, dans une deuxième partie, je dirais, d'élargir aux chances du renouveau du franco-allemand avec ce nouveau gouvernement qui, entre autres, affiche des convictions européennes différentes de Merkel. Voilà, mais je ne veux pas prendre la parole. En fait, j'aurais pas dû venir. Tu peux le faire très bien sans moi. Non. Donc voilà, je pense qu'on peut encourager Marion qui est un petit peu souffrante en ce moment. Et malgré ça, elle accepte de faire cet effort de nous parler. Merci Marion d'avance. Merci. Non. Bah, du coup, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Malgré le masque, je me sens un petit peu coupable d'être la seule à pas être masquée ce soir. Mais on m'a dit qu'il fallait que je sois démasquée parce qu'on me comprend mieux. Donc voilà, du coup, je me désolidarise de vous. Je suis désolée. Donc effectivement, l'idée, c'est de faire d'abord un petit bilan du mandat d'Angela Merkel, qui a donc duré 16 ans, ce qui est très long. Et elle a... c'est la survivante de toutes les crises. Hein. Tous les gouvernements ont été balayés depuis le début des années 2000 et elle est restée. Donc, essayez de voir un petit peu ce qui a été fait sous ce mandat au niveau de l'Europe et du couple franco-allemand, sachant que les deux sont souvent intimement liés et imbriqués. Et puis aussi, effectivement, parler du nouveau gouvernement, de la nouvelle coalition en Allemagne et des perspectives de coopération éventuelles avec la France. Voilà, c'est un petit peu le programme de ce soir. Bon, alors, pour commencer, c'est vrai que la question qu'on nous a souvent posée depuis les élections en Allemagne et la perspective du départ de Merkel, c'était toujours « est-ce qu'on va la regretter ?» Je ne sais pas du tout, parce qu'on ne peut pas le savoir à l'avance, puisqu'on peut regretter que quand on voit que c'est moins bien après. Mais ça, je pourrais vous le dire dans 4-5 ans. Mais le bilan, il est effectivement extrêmement mitigé. Et c'est vrai qu'on a eu il y a eu comme une nostalgie un petit peu au moment de son départ, parce qu'on la connaît, en fait. Et puis parce qu'elle a incarné, je dirais, la stabilité européenne dans les crises, à la fois dans les crises économiques, mais aussi dans la crise de la démocratie, à la fois en Europe, avec la montée de gouvernements populistes et nationalistes, notamment à l'Est, mais aussi dans les pays fondateurs comme l'Italie, par exemple, en 2018. Et puis, évidemment, avec Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil, la radicalisation de la Turquie aussi. Donc c'est vrai qu'elle a incarné un peu à elle seule, même si elle n'était pas toute seule en réalité, mais elle a incarné cette démocratie européenne qui essaye de tenir bon. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça qu'on a une forme de nostalgie au moment où elle s'en va. Alors que finalement, le bilan, il est assez mitigé, effectivement. Donc je vais essayer d'égrener un petit peu 16 années de crises européennes, parce qu'en fait, ça a été beaucoup de crises, et puis 16 années de couples franco-allemands qui se sont succédés dans la joie et la bonne humeur ou pas. On va voir. Donc au niveau européen, en fait, effectivement, on lui a beaucoup reproché, et à mon avis, à juste titre, de ne pas avoir de vision pour l'Europe. C'est pas une visionnaire de l'Europe, Angela Merkel, et ça peut paraître étonnant. Alors moi, j'ai beaucoup entendu dire oui, c'est normal, elle vient d'Allemagne de l'Est, donc elle n'a pas du tout cette culture de Bruxelles, en fait, des anciens dirigeants allemands qui venaient d'Europe de l'Ouest et qui donc ont baigné dans cette atmosphère europhile et dans cette atmosphère de construction européenne. Alors, je suis moyennement convaincue, je dois dire, par cet argument, parce qu'on pourrait aussi, à l'inverse, se dire que oui, bien sûr, elle n'a pas baigné dans ces années de formation
dans cette atmosphère-là, mais que en même temps, on pourrait imaginer que, étant de l'autre côté du mur, elle aurait regardé vers l'Europe de l'Ouest en se disant que c'était un projet assez extraordinaire de démocratie et de coopération, et donc qu'elle, une fois arrivée au pouvoir, elle aurait eu à cœur de contribuer largement à développer l'Europe et à la faire avancer. Et effectivement, ça n'a pas été le cas. Donc c'est pas quelqu'un qui arrive avec une vision européenne, comme certains de ses prédécesseurs, on pense à Helmut Schmidt ou à Helmut Kohl par exemple. Elle a été dans la réaction. Donc c'est pas une femme qui a un projet, c'est une femme qui réagit dans un contexte de crise multiple. On a parlé de polycrise de l'Union européenne, et c'est vrai que les années se sont succédées et qu'on a toujours eu de nouvelles crises. Donc pour rappeler un tout petit peu, elle prend le pouvoir donc en septembre 2005, et on est donc 2 mois après le rejet par la France et par les Pays-Bas du traité constitutionnel européen. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, parce que maintenant ça commence à dater, mais en mai 2005, le 29 mai 2005, et puis 2 jours après aux Pays-Bas, donc les peuples français et néerlandais ont rejeté par référendum ce qu'on appelait la Constitution européenne. Et donc quand Merkel arrive au pouvoir, on est dans une crise de l'Europe, parce que 2 pays fondateurs ont rejeté un traité européen. Ça n'était jamais arrivé. Il y avait déjà eu des rejets, mais c'était jamais des pays fondateurs. C'était le Danemark, c'était l'Irlande. Donc c'était moins important, entre guillemets. Et là, ça a marqué un coup d'arrêt dans la construction européenne. Et donc elle arrive dans ce moment-là. Et personne ne sait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que les institutions européennes elles-mêmes ont dit « Ok, on vient de se prendre une grosse claque, donc on fait une pause et on réfléchit ». On ne sait pas trop à quoi on réfléchissait, mais enfin, on réfléchissait, ou en tout cas, on faisait semblant de réfléchir. En fait, on encaissait un peu le coup, en réalité. Et elle arrive à ce moment-là, et donc il se passe rien. Et puis, il se passe rien, j'en reparlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, parce que de toute façon, toute l'Europe attend en réalité le départ de Jacques Chirac, parce que pour relancer l'Europe, on sait qu'on ne pourra pas le faire avec le président français qui a échoué à convaincre ses concitoyens de ratifier par référendum le traité qu'il avait voulu. Donc, du coup, tout est en pause, en fait. Et ça va se relancer pendant la campagne présidentielle française, au premier semestre 2007, et en partie grâce, pas complètement grâce, mais en tout cas avec un rôle important de Merkel, parce que le hasard du calendrier fait que l'Allemagne, au premier semestre 2007, a la présidence de l'Union européenne. Donc la fameuse présidence que nous exerçons en ce moment, la France pour le premier semestre 2022, l'Allemagne l'exerce donc au premier semestre 2007 en pleine élection présidentielle, et Merkel va utiliser cette présidence pour relancer le débat institutionnel en Europe, pour sortir de la crise institutionnelle liée à l'échec de la Constitution. Et elle va profiter donc du fait que ce thème revient sur le devant de la scène dans la campagne présidentielle française. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les 2 principaux candidats, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, avaient parlé de comment on sort du non français et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on propose pour l'Europe ensuite, puisqu'on savait qu'il fallait réformer l'Europe pour qu'elle puisse fonctionner de manière plus efficace et plus fluide, élargie à 27. Donc il fallait revenir sur le traité de Nice et trouver une solution. Donc là, on a un rôle assez proactif de Merkel. Donc je dirais qu'elle a à son bilan la capacité d'avoir accompagné la sortie de crise et d'avoir su profiter de l'opportunité de la campagne présidentielle française pour relancer les débats, ce qui permettait de mettre un peu la pression sur les candidats français à l'élection présidentielle. Et ensuite, avec Nicolas Sarkozy, qui avait clairement pris position pendant la campagne en faveur de ce que lui appelait un mini-traité, donc un traité strictement institutionnel. Une fois qu'il est élu, il promeut la négociation de ce traité, et ce, en tandem immédiatement avec Merkel. Donc ça, c'est vraiment un acquis important, et ce traité a été ensuite négocié et signé sous présidence portugaise, et c'est pour ça qu'il s'appelle le traité de Lisbonne, signé donc en décembre 2007 et entré en vigueur en 2009, et c'est le traité avec lequel fonctionne
encore actuellement l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. Donc, elle sort l'Europe aux côtés de Nicolas Sarkozy et avec leurs partenaires de cette première grosse crise qui était la crise institutionnelle. 2007. Manque de bol, un an après, en 2008, on rentre dans la deuxième crise qui est ce qu'on a appelé la crise des subprimes en 2008, qui s'est transformée en crise financière, qui s'est transformée en crise de l'euro et en crise de la dette, qu'on a tous en tête avec la dette grecque. Bon. Et là, évidemment, je vais vous dresser un tableau nettement moins positif de l'action d'Angela Merkel, puisque elle a été largement accusée, en tout cas l'Allemagne, d'avoir transformé ce qui aurait dû être une mini-crise de la dette, parce que la Grèce, c'est 2% du PIB de la zone euro, donc c'est rien du tout. Et donc, elle a été accusée d'avoir transformé cette mini-crise en une crise profonde de la zone euro et même une crise existentielle, en réalité, de l'Union européenne. Ce qui est en partie vrai. Mais ma germanophilie me pousse quand même, malgré tout, à trouver des excuses à l'Allemagne, donc je vais essayer d'expliquer ça. Effectivement, je ne sais pas si vous avez ça en tête, la Grèce donc rentre dans une crise très très importante de ses finances publiques, à la fois de son déficit et de sa dette, et il est éventuellement question à ce moment-là que la Grèce quitte la zone euro, et l'Allemagne effectivement est dans une politique très attentiste, dans une position d'hésitation totale sur est-ce qu'on sauve la Grèce ou pas en fait. Donc ça veut dire que à ce moment-là, le gouvernement de la principale économie de la zone euro n'exclut pas d'emblée la sortie de la Grèce de la zone euro. Attention, pas de l'Union européenne, de la zone euro. Et ça, c'est grave, parce que en fait, cette incertitude, ces hésitations du gouvernement allemand contribuent effectivement à renforcer la crise, puisque c'est une crise qui vient largement des milieux financiers, des marchés, qui spéculent beaucoup contre la Grèce. Et donc l'hésitation de l'Allemagne fait que ça fragilise encore plus la Grèce et les capacités d'emprunt de la Grèce. Et en fait, la Grèce doit faire face à des échéances, doit rembourser. Pour ça, elle doit continuer à emprunter, elle doit rembourser un certain nombre de ses emprunts, elle doit continuer à emprunter pour rembourser les autres emprunts, et elle le fait à des taux d'intérêt exorbitants et de plus en plus exorbitants, parce que justement, il n'y a pas de certitude sur le fait que les autres pays européens veulent garder la Grèce dans la zone euro. Et donc ça c'est vrai que ça a été un moment très compliqué, et très compliqué entre la France et l'Allemagne, parce que la France, elle, tout de suite dit il faut garder la Grèce dans la zone euro, il faut un plan de sauvetage, et il faut impliquer l'Union européenne dans ce plan de sauvetage. Donc, erreur de l'Allemagne, très clairement là-dessus. Tergiversation beaucoup trop longue. Ça se termine en mai 2010, donc ça dure 1 an et demi quand même, ces tergiversations, où on a en mai 2010 le premier plan de sauvetage de la zone euro, de la Grèce, pardon, le premier plan de sauvetage de la Grèce qui est mis en place. Ce plan de sauvetage, comme vous le savez, s'accompagne d'une politique d'austérité extrêmement drastique. Et l'idée, c'est de dire, on vous prête de l'argent pour éviter la faillite, mais en échange, vous mettez en place une politique d'austérité qui permet de réduire les déficits. Et ça a été également beaucoup critiqué. Donc il y a 2 critiques majeures qui ont été faites à la politique allemande à l'époque. C'est d'avoir beaucoup trop tergiversé, beaucoup trop hésité à sauver ou non la Grèce, ce qui a mis l'incertitude sur la pérennité de la présence de la Grèce dans la zone euro, mais plus largement sur la pérennité de la zone euro. Ça, c'était évidemment très grave. Et en même temps, d'avoir imposé une austérité drastique qui est contre-productive. Et là, tous les économistes à peu près étaient d'accord là-dessus. C'est pas juste des économistes marxistes, gauchistes européens, c'est la plupart des économistes américains, de nombreux économistes du Fonds monétaire international. Tout le monde a dit l'Europe impose une austérité qui au final ne fait que renforcer la crise et donc est totalement contre-productive. Et effectivement, l'enjeu, c'était le rythme de la diminution
de la dette et des déficits, parce que tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait que la Grèce lutte contre ses déficits et sa dette. Mais la question, c'est est-ce qu'on fait une pente comme ça ou est-ce qu'on impose une pente comme ça? Et on a imposé une pente très très raide, mais qui fait qu'on a encore plus étouffé l'économie grecque, ce qui a rajouté de la crise à la crise. Et là, il y a eu des critiques très très fortes des partenaires européens, notamment des partenaires du sud de l'Europe, c'est-à-dire la péninsule ibérique, l'Italie et la France. On baigne encore là, avec l'élection présidentielle, dans cette critique de l'orthodoxie allemande en matière économique et budgétaire. Et donc on le voit à la fois à l'extrême droite mais aussi à l'extrême gauche, donc une critique très forte de cette austérité. Mais on a aussi cette critique, ce qui est souvent moins connu en France, en Allemagne. En Allemagne même, cette politique a été vigoureusement contestée à la fois par les Verts allemands. Et je me souviens d'un article de Joschka Fischer, l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand sous Gerhard Schröder, donc entre 1998 et 2005, qui avait fait une tribune dans Libération, où il avait critiqué de manière très virulente cette politique en expliquant que peut-être l'Allemagne avait essayé en gros de détruire l'ordre européen 2 fois dans l'histoire du XXe siècle avec les guerres mondiales et que peut-être, ironiquement, elle serait en train de le faire une 3e fois dans le cadre pacifique de la construction européenne. Donc c'était une critique violente qui en plus faisait référence au passé belliqueux de l'Allemagne. Et puis aussi, j'ai le souvenir d'une critique très très forte d'un sociologue allemand qui s'appelait Ulrich Beck, qui est décédé depuis, et qui avait fait un livre qui s'appelle Non à l'Europe allemande, où il critiquait ce qu'il appelait le mercavélisme, et où il disait clairement que voilà, la politique d'austérité menée par l'Allemagne était en train de tuer l'Europe, et donc ces deux discours, celui de Fischer et celui de Beck, se rejoignaient finalement pour dire que l'Allemagne était coupable de ne pas voir en gros plus loin que le bout de son nez, d'être obsédée par cette austérité, par ces règles de sérieux budgétaire, au détriment du dynamisme européen, alors même que l'Allemagne, en fait, profite très très largement à la fois de la zone euro et de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'on aurait sans doute aimé, à l'époque, un discours un peu plus offensif de la part de Madame Merkel pour expliquer à son opinion publique que oui, l'Allemagne contribue énormément au budget européen, que oui, l'Allemagne contribue à sauver la Grèce, que ça lui coûte de l'argent, mais qu'au final, sa présence dans l'Union européenne est très positive pour elle et pour son économie, notamment parce que le modèle de croissance allemand est fondé sur les exportations et que donc, pendant que l'Allemagne joue la fourmi, heureusement qu'il y a des cigales pour acheter des produits allemands. Et ça, elle ne l'a pas fait. Et je pense que ça, c'est une erreur parce que il y a une opinion publique qui est réticente en Allemagne là-dessus, on pourra y revenir, on le comprend, quand on est un bon élève, on n'a pas toujours envie de filer une anti-sèche à celui qui dort dans le fond près du radiateur. Je peux comprendre ça, mais ça aurait nécessité toute une pédagogie de la part de la chancelière et de son gouvernement pour expliquer vraiment aux Allemands le bénéfice que ce pays tire de son appartenance à la zone euro. Et ça n'a pas été fait du tout. Or, on a vu après, j'en parlerai tout à l'heure, que avec le Covid, elle a tout à fait été capable de faire ça. Il est possible de convaincre une opinion publique en fonction du récit qu'on fait, du discours. Et là, le discours, il était frileux, il était extrêmement négatif sur la Grèce, avec un vocabulaire, des adjectifs extrêmement blessants pour les Grecs, la presse allemande qui en rajoutait tout le temps, en traitant les Grecs de menteurs, etc. Bon, ce qui n'était pas totalement faux sur le gouvernement, mais toute la Grèce n'est pas non plus un peuple de feignants, menteurs, c'est un petit peu caricatural. Donc là, il y a, à mon avis, une erreur majeure. Maintenant, si j'essaye de, sans l'excuser, de l'expliquer. Premièrement, la population allemande et la classe politique allemande de manière générale, il faut jamais oublier que l'Allemagne, pour faire l'euro, et même si, encore une fois, je le répète, elle bénéficie de l'euro très très largement, mais elle a renoncé au Deutschmark. Et
on a tendance à l'oublier parce qu'on célèbre quand même cette année, là, au mois de janvier, les 20 ans de l'euro, quand même. Donc ça fait déjà 20 ans, donc on a un peu tendance à oublier ce qui se passait avant. Mais l'Allemagne avait la monnaie la plus forte, la plus stable de toute l'Europe, et c'était sa fierté parce que c'était aussi le symbole de la réussite de la reconstruction post-Seconde Guerre mondiale. Et je crois, après le nazisme, il y a toujours un problème de fierté nationale en Allemagne. On n'a pas le droit d'être très fier de sa patrie en Allemagne, contrairement à nous. Nous, on a plein de raisons de ne pas en être fiers, mais on les met un peu sous le tapis. Mais en Allemagne, c'est interdit. Et donc, il y a deux motifs, je crois, en Allemagne. Je parle sous le contrôle des Allemands présents dans la salle, notamment une qui est dans mon champ de vision immédiat. Mais il me semble que les deux motifs de fierté patriotique en Allemagne, c'est la réussite de la démocratie, c'est-à-dire le fédéralisme allemand et cette république fédérale dont le modèle démocratique est sans doute supérieur au nôtre. Et puis la réussite économique, la reconstruction économique. Et le Deutschmark était le symbole de ça. Et on a demandé à l'Allemagne de l'abandonner pour s'unir avec des pays aux monnaies extrêmement faibles. Et donc forcément ça, c'est un compromis qui a été passé. Et dans ce compromis, il y a l'idée de respecter un certain nombre de règles auxquelles l'Allemagne tient, parce que c'est la condition pour qu'elle abandonne sa monnaie, ce que je peux tout à fait comprendre. C'est normal que des Allemands aient pas envie d'abandonner comme ça, sans condition, leur Deutschmark pour créer une monnaie commune avec les Grecs, les Italiens, les Espagnols, les Portugais et les Français. C'est logique. Donc, tout ça, on peut le comprendre. Et en fait, ils ont mis ces fameux critères qui ont été très très critiqués en France, notamment les 3% de déficit public et les 60% de dette, pour garantir que la monnaie européenne soit une monnaie à l'image du mark, une monnaie forte, parce que eux, ils voulaient pas laisser tomber cet avantage-là. Et nous, je dis nous, la France, mais aussi l'Italie, la Grèce, l'Espagne, on abandonnait nos monnaies justement pour avoir un Deutschmark bis, en fait. Les Grecs n'ont pas abandonné la drachme pour avoir la drachme. Ils ont abandonné la drachme pour avoir le Deutschmark, en fait. Et donc, ces conditions qui, en France, sont extrêmement critiquées, notamment par une partie de la gauche, en réalité, c'est aussi nous qui les avons voulues parce que on voulait une monnaie forte. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier en disant ces méchants Allemands qui nous ont imposé des règles drastiques qui ne sont pas les nôtres, etc. Oui, sauf que, encore une fois, qui voulait garder le franc, en fait? Enfin, si on abandonnait le franc, c'était pas pour avoir les mêmes problèmes monétaires qu'on a connus tout au long du XXe siècle. Donc, il y a cette opinion publique qui a bien ça en tête, cet abandon. Et donc, on l'a abandonné en mettant des conditions. Et tout d'un coup, on se retrouve avec une situation qui est exactement celle qu'on voulait éviter depuis qu'on a signé Maastricht. Donc forcément, si je me mets à la place d'un Allemand, je me dis donc, là, je suis en train de me faire avoir parce que j'ai abandonné la Rolls-Royce des monnaies pour me retrouver avec un truc qui marche qu'à un cas, avec des gens qui gèrent leur économie n'importe comment, et maintenant, en plus, on me demande de les sauver. Donc j'ai un peu l'impression quand même de m'être fait avoir sur toute la ligne. Donc, il y a ce frein. Et le gouvernement allemand se retrouve face à ce frein. Et nous sommes en démocratie. Donc, le gouvernement ne peut pas imposer une ligne politique aussi facilement que cela à sa population. D'où, à mon avis, l'importance du discours politique, de conviction de la population. Et ça, elle ne l'a pas fait. Ah, tu sonnes. Enfin, tu chantes, je sais pas. Et c'était un petit interlude musical, c'est pas grave. Et d'autre part, il y a l'autre aspect qu'on a plus de mal aussi à comprendre en France, c'est que le fonctionnement du pouvoir en Allemagne est beaucoup moins vertical. Donc, il faut rappeler que à cette époque-là, au moment de la crise grecque en 2010, Merkel est au pouvoir dans une coalition qui est avec les libéraux. Et pas les libéraux des années 80 de Genscher, mais les libéraux version 21e siècle, beaucoup moins europhiles, beaucoup plus libéraux au sens économie libérale du terme, et
beaucoup moins francophile aussi, je dirais, que sous Genscher. Donc, elle fait pas ce qu'elle veut. Et c'est vrai que nous, souvent, nous, citoyens français, ou la presse, et même les hommes politiques, ça les agace, parce que en Allemagne, c'est plus lent, parce que elle ne peut pas décider tout toute seule. Nous n'avons pas une chancelière jupitérienne. Elle a un truc qui s'appelle un gouvernement, une coalition et un Bundestag. C'est des choses qui, pour nous, relèvent de la 4e dimension, mais chez eux, c'est la normalité. Et donc, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, et elle a derrière elle un parti libéral qui n'a pas du tout envie de rentrer dans cette logique de sauvetage de la Grèce, plus son ministre de l'économie et des finances, qui n'appartient pas au parti libéral, qui appartient à la CDU, qui est Wolfgang Schäuble, qui était aussi un personnage déjà très important sous Kohl et que nous avons connu plus pro-européen dans les années 80-90 que ce qu'il n'a été dans les années 2000-2010, qui ne veut pas sauver la Grèce et qui clairement freine des 4 fers. Donc il faut tout ce temps, effectivement, pour convaincre l'Allemagne et que Merkel convainque les gens avec qui elle travaille. Donc tout ça n'est pas simple et ça prend beaucoup de temps. D'où la phrase de Sarkozy que j'ai trouvé assez drôle quand ils ont fait des rétrospectives. J'avais oublié ça. On lui pose une question sur ces questions-là et il répond « La France y travaille, l'Allemagne y réfléchit ». Avec un ton un peu énervé, puisque forcément, il y a une espèce d'hyperactivité chez l'ancien président français, donc cette lenteur doit l'énerver énormément. Mais cette phrase résume bien, en fait, la situation. C'est-à-dire que l'Allemagne réfléchit, mais parce que, oui, l'Allemagne, c'est pas que Merkel. C'est tout le reste. Donc, ça explique un petit peu pourquoi ça a été long. Malgré tout, encore une fois, j'ai tendance à penser quand même que si la chancelière avait eu un rôle plus proactif, ça aurait pu infléchir l'opinion publique davantage d'une part, et d'autre part, peut-être accélérer les négociations au sein de sa coalition quand même. Donc je crois qu'il y a une part de responsabilité qui lui est propre. Toujours est-il qu'on a sauvé la Grèce à 3 reprises quand même, il y a eu 3 plans de sauvetage. À chaque fois, ça a été trop long, trop tard, trop peu, trop dans l'austérité. Bon, voilà, mais c'est fait. Pour l'instant, cette crise, elle est derrière nous. La Grèce se relève cas un cas avec un coût humain quand même assez important. Mais bon, on en est sorti. Donc, le bilan finalement de cette crise de l'euro, c'est que ça a été très dur, pour les Grecs évidemment, pour beaucoup de pays du Sud aussi, de manière globale pour la plupart des populations d'ailleurs, avec certains pays avec des taux de chômage énormes, des taux de chômage notamment des jeunes absolument énormes. Maintenant, il y a quand même des choses qui ont été mises en place, notamment vis-à-vis des publics justement jeunes dans la lutte contre le chômage et des offres de formation, etc. Mais le bilan, au final, on peut se dire, il n'est pas si monstrueux que ça, puisque nous sommes en 2022 et on a toujours l'euro, alors qu'il y a 10 ans, parfois, on donnait pas cher de la peau de l'euro et on se disait, finalement, peut-être que cette zone euro va imploser. Au final, aujourd'hui, elle n'a pas implosé, aucun membre n'est sorti de la zone et l'euro est globalement stabilisé, donc ça se passe pas trop mal. Bon. Voilà. Mais c'est pas un épisode nécessairement très glorieux dans le bilan de Madame Merkel. Au milieu de tout ça, j'allais dire, c'est pas au milieu, mais enfin, ça se chevauche puisque la dernière crise grecque, elle se solde en gros à l'été, début d'automne 2015. En même temps, on est déjà rentré dans la 3e crise, qui est la crise migratoire. Puisque, en réalité, depuis les printemps arabes de 2011, on a un flux continu de migrants qui arrivent d'abord en Italie. Ça, c'est vraiment le premier pays qui est touché par cette vague migratoire issue des printemps arabes. L'Italie tire la sonnette d'alarme depuis 2011 sur la nécessité d'une action européenne et d'une solidarité accrue des pays du nord de l'Europe, sans succès. Mais la crise, comme vous le savez, s'accélère très largement en 2015 avec l'arrivée massive de réfugiés syriens qui, cette fois, passent par la Turquie et donc par la Grèce. Et là, il y a cette décision symbolique qui a été rappelée et re-rappelée dans tous les médias au moment du départ de Madame Merkel de ne pas fermer les frontières de l'Allemagne. Ce qui est une décision fondamentale, effectivement, qui a été caricaturée aussi parce qu'on a dit elle a ouvert les portes. Elle a rien ouvert, c'était ouvert. C'est le principe dans l'espace Schengen.
Et simplement, elle n'a pas fermé. Donc elle a décidé de ne pas fermer la porte aux migrants qui traversaient la route des Balkans pour remonter ensuite en Autriche et en Allemagne. Et elle a décidé d'accueillir ces migrants. Et donc elle a de facto, en réalité, suspendu les règles de Dublin. Je rappelle juste que la règle de Dublin, c'est que un demandeur d'asile doit poser sa demande d'asile dans le pays d'entrée dans l'Union européenne. En général, il rentre en Italie, en Grèce, en Espagne. C'est les 3 pays principaux avec les 3 voies, les 3 routes migratoires de la Méditerranée orientale, Turquie-Grèce, la Méditerranée centrale, en gros, Libye, Tunisie vers l'Italie, puis la Méditerranée occidentale, Espagne, enfin Tanger, et puis les 2 enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc, et l'Espagne. Donc, 2015, on a cet afflux massif de migrants par la voie de la Méditerranée orientale, par la Grèce, et donc Merkel décide de ne pas fermer. Et du coup, on a dit, elle a sauvé l'honneur de l'Europe, et elle reste, quand on a entendu tous les reportages au moment de l'élection en Allemagne, elle reste effectivement comme celle qui, au milieu de cet afflux massif, des morts en Méditerranée, de la Méditerranée qui devient un cimetière en 2015, elle reste celle qui, quelque part, incarne la dignité d'une Europe humaniste qui est fidèle à ses principes et respecte la Convention de Genève. Bon, c'est vrai, mais ça lui a coûté très cher. D'une part, c'est vrai, mais il faut relativiser juste avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire elle n'ouvre pas, elle décide juste de ne pas fermer. Et ça lui coûte cher parce qu'elle a été énormément accusée par ses partenaires, justement de faire exploser le système de Dublin, donc de ne pas respecter les règles européennes, et du coup de créer ce qu'on appelle un appel d'air, c'est-à-dire comme ils sont en Grèce, normalement avec la règle de Dublin, ils sont censés enregistrer leur demande d'asile en Grèce et rester en Grèce. Sauf qu'en fait, concrètement, la Grèce ne peut absolument pas gérer un afflux aussi important de demandes d'asile alors qu'elle est encore dans une crise économique monstrueuse. C'est pas possible. Elle n'a pas du tout les moyens de gérer un afflux aussi important, ne serait-ce que sur le plan administratif, enregistrer toutes les demandes d'asile dans les micro-îles grecques où les migrants arrivent. Donc c'est pas possible en fait. Donc Dublin ne pouvait pas marcher à ce moment-là. Simplement, il aurait mieux valu sans doute que ce soit une décision de toute l'Union européenne dès le printemps 2015 de dire en fait concrètement Dublin ne peut pas fonctionner et donc il faut suspendre Dublin et organiser un accueil global et gérer ça de manière européenne. Sauf qu'évidemment, on ne l'a pas fait. Et donc, Merkel décide ça toute seule, donc on l'accuse de faire sauter le système de Dublin de manière unilatérale, sans consultation de ses partenaires. Ce qui est vrai dans les faits, mais qu'est-ce qu'on aurait dit si l'Allemagne avait fermé ses portes ? Si l'Allemagne avait fait ce qu'est en train de faire Viktor Orban, si l'Allemagne avait érigé un barbelé ? On aurait conspué l'Allemagne en convoquant les pires images de l'histoire de l'Allemagne. Si on s'était retrouvé avec des camps de réfugiés cernés par des barbelés à la frontière de l'Allemagne, je pense que les mêmes qui critiquent l'Allemagne pour d'autres choses nous auraient fait un petit cours d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale bien senti. Donc, évidemment, elle n'a pas respecté les règles, mais je pense qu'elle n'avait pas le choix. Elle l'a fait, je pense qu'elle a bien fait, mais effectivement, elle n'avait pas le choix. Bon, donc elle a sauvé l'honneur de l'Europe. Oui, sans doute, c'est une image, c'est symbolique. Maintenant, je crois qu'effectivement, de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Maintenant, quand je dis ça lui a coûté cher, c'est qu'elle a été critiquée par tout le monde. Et si on parle du couple franco-allemand qui nous intéresse en cette proximité d'anniversaire du traité de l'Élysée, la France s'est complètement désolidarisée de cette décision de Merkel, puisque le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, pour ne pas le nommer, je me fais un plaisir de le nommer en fait, c'est purement cynique de ma part et pervers,
a été en Allemagne critiquer la décision de Merkel, ce qui est extrêmement malotru, disons-le comme ça entre nous. Je suis filmée, c'est pas grave. Ça ne se fait pas d'utiliser un déplacement officiel et dans le pays qui reçoit de critiquer la chancelière. Donc c'est quand même une entorse assez violente, je trouve, à l'amitié et à la solidarité franco-allemande. Et on ne peut pas faire l'histoire avec des si, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire un peu. C'est-à-dire que après on a dit bah elle l'a payé. Elle l'a payé parce qu'en 2017, il y a eu une poussée sans précédent, comme vous le savez, de l'extrême droite en Allemagne, avec une entrée fracassante du parti Alternative für Deutschland au Bundestag. Oui, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que peut-être, je mets des si, si la France avait à ce moment-là, dès l'automne 2015, dit « nous nous tenons aux côtés de la chancelière, il n'y a pas d'avenir pour le système de Dublin dans la crise migratoire actuelle, l'Europe peut se permettre d'accueillir 1 million de personnes si on le fait de manière raisonnée », peut-être qu'il y aurait pu y avoir une force d'entraînement supérieure vis-à-vis des autres pays et que Merkel, n'apparaissant pas isolée, aurait peut-être pu davantage endiguer la montée de l'extrême droite dans son pays. Alors, vous allez me dire avec des si, bon, on met Paris en bouteille. Oui, certes. Mais je crois quand même à la force, encore une fois, du récit, c'est-à-dire du discours qu'on livre à une opinion publique. Et là, ce qu'on a vu, c'est une Merkel isolée, critiquée par les autres, et donc du point de vue allemand, bah, l'idée que, en fait, la chancelière a pris une décision qui n'est pas du tout suivie par personne et que donc l'Allemagne qui vient de payer pour la Grèce se fait à nouveau avoir, puisque en plus, elle accueille 1 million de réfugiés alors que les autres n'accueillent personne. Parce que les proportions sont quand même, nous, on a accueilli très très peu en France. Donc, je pense que ça lui a effectivement coûté très cher, à la fois sur le plan politique en intérieur et sur le plan de la symbolique, en fait, de se retrouver seule, montrée du doigt comme celle qui ne respecte pas les règles européennes. Sa réaction, elle a été quoi? Elle a été d'être extrêmement proactive dans la signature par l'Union européenne du fameux accord migratoire avec la Turquie de mars 2016. Cet accord, c'est quoi? Il faut freiner en fait l'afflux de réfugiés en Grèce. Donc l'idée c'est de faire un accord avec les Turcs pour que les Turcs gardent les migrants en Turquie, en disant il faut que vous puissiez surveiller mieux vos côtes pour empêcher les migrants de partir vers la Grèce. Et cet accord, c'est donc de dire nous n'accepterons plus aucun demandeur d'asile qui arrive de manière illégale par la mer sur des embarcations. On les renverra systématiquement en Turquie. En échange de quoi, l'Europe accueillera des migrants de manière régulière. Donc on bloque tous ceux qui arrivent de manière illégale, mais on organise une voie légale pour rentrer. Donc on peut se dire ah bah c'est pas mal parce qu'en fait ça évite les passeurs, ça évite les morts en Méditerranée et du coup on les achemine de manière sûre. Sauf que il y a à peu près oui, je sais plus les chiffres, mais en gros 1 million voire plus de demandeurs d'asile syriens en Turquie à ce moment-là, et que on a dit on repousse et on accueille dans la limite de 72 000. Alors moi j'appelle ça se moquer des gens en fait, si je le dis de manière très franche. C'est-à-dire qu'une Union européenne qui se veut l'Europe des droits de l'homme, et qui explique qu'on va refouler systématiquement tout demandeur d'asile qui arrive de manière illégale, mais qu'on est quand même vachement sympa parce qu'on va en prendre 72 000, sachant qu'il y en a des millions répartis en gros sur la Turquie, la Jordanie et le Liban, eh je trouve pour le coup que c'est assez indigne de l'Union européenne. Donc Merkel, là-dessus aussi, je dirais qu'elle a un bilan mitigé. Parce qu'elle a sauvé l'honneur de l'Europe sur cette histoire de 2015, mais en même temps, elle est clairement la principale artisane de cet accord avec la Turquie, qui pour moi est un accord totalement indigne
de l'Union européenne. Et ça participe en fait de toute une politique de l'Union européenne en matière migratoire qui est la politique de délégation du problème à des pays tiers. C'est ce qu'on appelle l'externalisation de la politique migratoire. On a fait des accords avec le Maroc, on essaye de faire des accords avec la Libye. Quand on sait ce qui se passe avec les gardes-côtes libyens en termes de droits humains, ça me fait mal quand même, franchement. Donc ça, cette politique d'externalisation, vraiment le laboratoire de ça, c'est l'accord avec la Turquie. En échange de quoi on a en plus versé de l'argent à la Turquie, 2 fois 3 milliards. Donc, en gros, on sous-traite la question migratoire à la Turquie en la payant pour qu'elle empêche les gens de partir. Et donc, ce pays dont on estime, depuis qu'il a posé sa candidature à l'Union européenne, qu'il n'est pas suffisamment respectueux des droits de l'homme pour rentrer dans l'Union européenne, on lui délègue la gestion des migrants qui fuient la guerre et un régime qui ne respecte pas les droits humains, mais on trouve que voilà, la Turquie est apte à gérer les droits de l'homme des Syriens, mais que quand même, il ne les respecte pas suffisamment pour pouvoir faire partie du club de l'Union européenne. Bon, moi, ça me laisse quand même un petit peu, j'allais dire dubitatif, c'est un mot faible, ça me met très en colère en réalité. Et en fait, après, le truc, c'est qu'en plus, on se met dans la main de la Turquie, qui l'utilise comme un moyen de chantage. On a vu ce qui s'est passé à la fin 2021 en Biélorussie, on a vu ce qui s'est passé à l'été 2021 avec le Maroc qui a voulu faire pression sur l'Espagne pour notamment les questions du Sahara occidental, etc. Là, c'est pareil, en fait, on se met dans la main d'Erdogan qui dit bah, « si vous ne faites pas ce que je veux, moi, je lâche les migrants ». Donc, je trouve que c'est un accord qui est indigne et qui, en plus, est extrêmement mauvais pour ce que notre président appelle l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Voilà. Et ça, on le doit en partie à Merkel. Donc là aussi, je dirais, bilan mitigé. Bon. Mais il reste le symbole de 2015, on ne va pas lui enlever ça quand même. Voilà. Donc, on a la crise institutionnelle qui est réglée avec Lisbonne, la crise grecque, la crise migratoire et boum. Parce que la crise migratoire, elle dure quand même jusqu'en 2018, hein, il faut s'en souvenir. Entre-temps, il y a eu les élections allemandes de 2017. Elle a eu mis vachement de temps à trouver sa coalition. Et puis ensuite, son ministre de l'Intérieur, qui vient du parti CSU, donc la branche bavaroise de la CDU, qui s'appelle Horst Seehofer, lui a fait plus ou moins du chantage en disant que si elle n'arrivait pas à régler le problème migratoire, il pourrait quitter le gouvernement. Tout ça a duré donc jusqu'à 2018. Et puis boum, je vous cache rien, on rentre dans le Covid. Et là, là, changement assez radical, et pour le coup, c'est là que le bilan est positif. C'est que Merkel a eu là, très très rapidement, en réalité, l'intelligence, le sens politique, de comprendre que là, il fallait une réaction solidaire de l'Europe, et donc il fallait une réaction solidaire de l'Allemagne. Donc ça va vite. On a eu l'impression sur le moment que ça allait pas vite. Hein. Je me souviens encore de la presse en mars-avril 2020 qui disait « Oh là là, c'est toujours trop long, c'est complètement désorganisé, on fait rien ensemble, on laisse les Italiens tout seuls dans leur coin », ce qui était vrai. Bon, n'empêche que dès le mois de mai 2020, on a cette proposition franco-allemande qui est un plan de relance de 500 milliards d'euros qui sera ensuite porté à 750 milliards par la Commission européenne, mais un plan de 500 milliards d'euros avec un emprunt européen. Et donc là, on a effectivement un changement total de paradigme pour l'Allemagne, c'est-à-dire j'accepte qu'on emprunte au nom de l'Union européenne et donc qu'on s'endette en commun. Ouh, attention. Et donc, ça, c'est pas tout, parce qu'il y a deux choses. C'est vraiment révolutionnaire, ce qui s'est passé. Hein, c'est-à-dire, on s'endette en commun, ce qui n'était jamais arrivé. Et, en plus, ça va être des subventions et non pas des prêts. Je rentre dans des choses un peu techniques. Mais, en gros, si vous faites des subventions, ça veut dire que vous levez 500 milliards d'euros et vous dites, je dis n'importe quoi, l'Italie a besoin de 70 milliards.
on lui prête 70 milliards. Ça veut dire que l'Italie, on lui prête 70 milliards, elle devra nous rembourser 70 milliards. Je dis nous, en fait, elle devra rembourser 70 milliards à l'Europe qui, elle, remboursera ce qu'elle doit là où elle l'a emprunté. C'est pas ça qu'on a fait. C'est pas ça. On a fait un système de subvention. C'est-à-dire qu'on va distribuer cet argent qu'on emprunte en commun en fonction des besoins de chaque pays. Donc je dis n'importe quoi là encore, 70 pour l'Italie, 50 pour l'Espagne, 45 pour la France, 30 pour l'Allemagne par exemple. Et ce sera remboursé non pas par chaque pays qui a contracté cet emprunt en fait, mais par le budget européen à hauteur de la participation de chacun au budget en réalité. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. C'est un peu compliqué, mais en fait, ça veut dire qu'on prête à chaque pays en fonction de ses besoins, mais ce n'est pas le pays qui rembourse, c'est l'Union européenne qui rembourse via le budget européen. Or, dans le budget européen, l'Espagne ou l'Italie ne participent pas à la même hauteur que l'Allemagne ou l'Autriche. Donc là, on met en place une vraie solidarité. Parce que ce qui va se passer et qui est en train de se passer, c'est qu'effectivement, on est en train de distribuer l'argent en fonction des besoins liés à la reconstruction de l'économie post-Covid à chacun des pays membres et que ça va être remboursé, en fait, par les pays les plus riches essentiellement, à travers le budget de l'Europe. Donc c'est quand même une double révolution. Un emprunt en commun qui est reversé très largement sous forme de subvention et non pas sous forme de prêt. Et on le doit en grande partie effectivement à la capacité d'Angela Merkel de tourner un bouton à un moment, de se dire ok là, dans la Grèce, ça s'est mal passé, tout le monde nous a montré du doigt, on ne peut pas refaire la même chose. Et je dirais, c'est plus facile pour elle de le justifier vis-à-vis de son opinion publique que pour la Grèce, parce que là, il s'agit d'une maladie, d'une pandémie qui touche tous les pays européens, qui en touche plus certains que d'autres, mais pas parce qu'ils ont été des mauvais élèves de l'économie, mais parce qu'ils sont plus touristiques et plus exposés. Parce que c'est pas un hasard si c'est la France et l'Italie, par exemple, et l'Espagne qui ont été extrêmement touchés par la première vague. Hein, c'est les pays les plus touristiques d'Europe, donc c'était totalement logique. Plus la Belgique, parce que c'est une plaque tournante internationale avec les institutions de l'UE, mais aussi d'autres institutions européennes et internationales. Donc, c'est plus facile. C'est pas on va aider les Grecs qui ont fait n'importe quoi avec leur économie et leurs finances publiques pendant 20 ans et qui prennent leur retraite trop tôt et qui travaillent pas assez et qui payent pas leurs impôts. C'est on va aider les victimes d'une pandémie. Donc c'est déjà plus simple à vendre, entre guillemets. Bon. Mais quand on retrouve ces discours du printemps 2020, ils sont assez remarquables, ces discours. Vous pouvez les trouver, je pense, sur Internet. Elle fait des discours avec le drapeau européen derrière elle pour s'adresser à ses concitoyens, pour leur parler de la pandémie et de la politique intérieure menée par le gouvernement allemand pour lutter contre le Covid. Mais elle dit dans tous ses discours, l'Allemagne ne pourra pas se relever toute seule, l'Allemagne ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe chez les voisins et donc toute cette crise doit être gérée impérativement dans un cadre européen avec une solidarité européenne. Donc ça, c'est très très important. Maintenant, malgré tout, je n'enlève rien au fait que c'est une révolution. Mais attention, j'ai beaucoup entendu aussi, c'est enfin une communautarisation, une européanisation de la dette. Non. Je m'explique. J'ai zappé cet épisode tout à l'heure quand je parlais de la crise grecque. On avait beaucoup évoqué pendant la crise grecque, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ce qu'on appelait les eurobonds. L'idée, c'était, on a une crise de la dette, on a des pays qui sont endettés à 120%, 150%, 180% de leur PIB. C'est beaucoup trop et donc il faut européaniser une partie de cette dette pour la rembourser en commun. Et là, les Allemands avaient dit non, il n'en est pas question. Ce qu'on a créé là, avec le Covid, c'est pas ça. Il ne s'agit nullement d'européaniser les dettes déjà contractées. La dette de la Grèce ou la dette de la France, aujourd'hui, n'est toujours pas européanisée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est endetté en commun. On a pris une dette en plus, en commun. Mais on n'est pas du tout en train de partager les dettes des pays de la zone euro. Je ne sais pas si c'est clair. Donc c'est très 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 différent de ce qu'on a appelé les eurobonds
en 2010-2015. Ça n'a rien à voir. Donc c'est quand même une différence majeure. Donc on emprunte une somme précise pour un laps de temps déterminé. C'est pas la même chose. Maintenant, ça n'enlève rien qu'on emprunte en commun pour la première fois et que ça va être distribué de manière solidaire et remboursé de manière solidaire. Voilà. Donc Merkel, dès le mois de mai, elle comprend ça et main dans la main avec le président français, ils font cette proposition qui est reprise tout de suite après par la Commission européenne qui porte le montant, elle, à 750 milliards d'euros, mais là avec 500 milliards de subventions et 250 milliards de prêts. Et puis, vous vous souvenez, finalement, les négociations sont assez compliquées entre les différents partenaires parce que notamment les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande ne veulent pas de cet endettement en commun. Donc, il faut faire un compromis, comme toujours dans l'Union européenne. Et donc, ce compromis, finalement, ça n'a pas été 500, 250, ça a été 390 de subventions et 360 de prêts. Donc, c'est moins bien que ce qu'on aurait voulu. La Commission, au départ, était partie carrément sur 1000 milliards. Bon, finalement, ça a été 750. Et puis, c'est plutôt 50-50 entre les prêts et les subventions. Mais c'est déjà ça. Donc, voilà, en gros, l'action européenne. Donc, je dirais, il y a un réveil européen vraiment de Merkel avec une intuition assez rapide, finalement, au moment du Covid. Avant, bon, il n'y a rien d'exceptionnel au niveau européen, clairement. Voilà. Voilà en gros le bilan sur l'Europe. Il faut que je regarde l'heure parce que ça passe très très vite. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ou pas? Parce qu'on peut... Avant que j'embraye sur le franco-allemand. Bon, j'ai déjà un peu commencé puisqu'à chaque fois, de toute façon, on ne peut pas tellement parler de ce qu'a fait Merkel sans parler de ce qu'a fait la France. Donc, j'ai parlé évidemment du plan Macron-Merkel sur le Covid. J'ai parlé aussi des éventuels désaccords avec Sarkozy au début de la crise grecque, etc. Bon. Donc, sur le couple, ces 16 années de couple, bon, bah, elle a connu beaucoup de partenaires, d'abord, faut le dire, hein. Elle a vu défiler les présidents français. Bon. Avec des styles évidemment radicalement différents. Bon, avec Chirac, je passe très vite, je pense qu'ils s'entendent pas forcément mal, je sais pas, on n'a pas les archives hein, pour le dire. Ce qu'on voit comme ça, c'est plutôt une entente sympathique, mais il se passe rien. Donc je passe très vite puisqu'il se passe rien, on attend juste que Jacques Chirac s'en aille pour pouvoir relancer l'Europe. Donc voilà. Avec Nicolas Sarkozy. Là aussi, moi j'étais souvent frappée parce que la presse disait « Oh là là, très bonne entente entre Sarkozy et Merkel ». Bon, alors non, en fait, je trouve pas. C'est-à-dire qu'au départ, il y a effectivement une convergence entre les deux qui n'existait pas entre Chirac et Merkel sur la question turque. Puisque à l'époque, il était question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, ce qui maintenant évidemment est totalement écarté étant donné la dérive autoritaire du régime turc depuis plusieurs années. Mais à l'époque, il était question de l'intégration de la Turquie. Or, Jacques Chirac était pour l'intégration de la Turquie avec son homologue Gerhard Schröder. Merkel, elle, y était opposée et Sarkozy, comme vous le savez, y était opposé aussi. Donc on a une très forte convergence sur la question de l'élargissement à la Turquie. Et puis par ailleurs, deux dirigeants qui sont tous les deux des conservateurs, donc on se dit convergence. En réalité, il n'y a pas tant de convergence que ça. Il y a d'abord, dès la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, une énorme divergence qui est la proposition de Nicolas Sarkozy pendant la campagne de créer une union méditerranéenne. Tout ça est très vieux maintenant. Donc l'idée de Sarkozy, c'était de créer une union des pays qui bordent la Méditerranée au nord et au sud. Mais donc, de facto, cette nouvelle union n'aurait pas inclus l'Allemagne. C'est donc la première fois dans l'histoire de la construction européenne et dans l'histoire de la réconciliation franco-allemande qu'un président français a l'immense bonne idée de proposer la création d'un nouveau truc sans le partenaire allemand. Ça restera toujours pour moi un mystère total. Comment ça a pu passer le cap de la discussion au coin d'une table un soir entre conseillers. Il y a un mec qui se dit « J'ai une bonne idée les gars, on va faire une union méditerranéenne
parce que comme ça, on va régler le problème de l'adhésion de la Turquie, parce qu'on veut pas qu'elle rentre, donc on lui proposera l'Union méditerranéenne. On va comme ça, on va pouvoir régler le problème migratoire. Donc ça va être une bonne idée. Ok, on discute, mais à un moment, normalement, il y a quelqu'un dans le truc qui dit « Ah, attendez, en fait, je vois un petit problème. C'est que c'est quand même un petit peu compliqué pour la France de proposer la création d'une nouvelle union internationale dans laquelle on est et dans laquelle il n'y a pas l'Allemagne. Ça va être sensible. » Non. Donc ça a passé le cap des discours. Voilà. Sauf que ça a suscité des réactions très très vives en Allemagne et dans toutes les institutions européennes. Et donc évidemment, cette union méditerranéenne s'est transformée, réelle politique oblige, en union pour la Méditerranée, la fameuse UPM inaugurée avec le faste français habituel le 14 juillet 2008, au moment de la présidence française de l'Union européenne, avec notamment le regretté Kadhafi sur les Champs-Élysées, avec sa tente dans les jardins. Et donc voilà. Et paf, c'est fini. Et ça a créé quand même une divergence profonde entre les deux. Et c'est passé assez inaperçu. Ça m'a un petit peu étonnée. Alors, ce qui est passé moins inaperçu, qui est rebattu énormément, c'est la différence de style. C'est-à-dire la différence de caractère entre une Merkel assez droite, pas très tactile, un peu froide, et un Sarkozy qui te tape dans le dos et qui te claque la bise toutes les 2 minutes. On voit très bien sur les images que c'est pas totalement son truc à Angela. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a une divergence de style, une divergence de caractère, effectivement. Et puis des divergences de fond sur l'Union méditerranéenne, mais pas seulement, parce qu'on a aussi à l'époque quand même beaucoup, quelque chose qui est très récurrent en France, qui est la critique de la politique européenne de concurrence, avec notre obsession à nous pour la création de champions nationaux et de champions européens, là où l'Allemagne veut faire extrêmement attention aux questions d'abus de position dominante. C'est moins le cas aujourd'hui, mais c'était le cas avant. Et donc, en général, nous, on critique tout le temps la politique de concurrence, alors que pour l'Allemagne, c'est un petit peu l'alpha et l'oméga. Donc, il y a quand même des divergences de fond. Et puis, sur la crise grecque, il y a des divergences de fond, parce que Sarkozy, et là, il a raison, veut sauver la Grèce. C'est-à-dire qu'il n'envisage pas que la Grèce puisse sortir de la zone euro. Et lui, il veut pas que ce soit juste le FMI. Il veut que ce soit l'Europe. Il veut pas que le sauvetage de la Grèce soit simplement dans les mains du Fonds monétaire international. Il veut impliquer l'Union européenne. Et il a raison. Et là, l'Allemagne freine. Donc on a quand même des divergences importantes. Finalement, comme vous le savez, ce couple, il s'est rapproché dans la crise avec la fameuse image de Merkozy qui était partout dans les médias, pour être souvent d'ailleurs très critiqué, parce que ce couple qui s'entendait pas forcément bien au début s'est retrouvé par la force des choses obligé de gérer ensemble la crise grecque. Pourquoi obligé de gérer ensemble? Tout simplement parce que la France et l'Allemagne sont les 2 économies les plus puissantes de la zone euro, donc tout passe par nous et on est obligé de le faire ensemble. Donc ils se sont trouvés par la force des choses obligés de gérer ensemble, sauf qu'ils ont eu tendance un petit peu à dériver vers un directoire. Et ça, je crois que c'est une erreur majeure que ne doit jamais faire le couple franco-allemand. Le couple franco-allemand a une légitimité historique extrêmement forte aux yeux de ses partenaires. Tout le monde reconnaît cette légitimité historique. Il a une légitimité par le fait que, encore une fois, c'est les 2 premières économies de la zone euro. Mais tout le monde accepte le leadership, tout le monde accepte que ce soit un moteur, mais pas un directoire. Pas le truc où on décide tous les 2, on arrive et on vous impose. Et ils ont beaucoup donné cette image, et du coup, ce couple a été extrêmement critiqué sur la fin, dans les années 2010-2012, notamment au moment de la signature ce qu'on a appelé du pacte budgétaire, en mars 2012, qui réduit la possibilité de déficit structurel à 0,5% du PIB. Donc c'était la critique de l'austérité de Sarkozy et de Merkel qu'on retrouve dans toute la campagne présidentielle française de 2012. Et j'en arrive donc à François Hollande. Bon, là, je pense que je ne vais pas vous révéler un scoop. C'est pas la meilleure entente au monde. D'abord parce que François Hollande a fait campagne en très grande partie sur la remise en cause de ce traité budgétaire, en disant qu'il voulait renégocier les règles de ce traité et qui s'opposait à cette austérité.
Ensuite, parce que Angela Merkel a fait ce qu'avait déjà fait Helmut Schmidt en 1981, elle a pris clairement position dans la campagne présidentielle pour Nicolas Sarkozy, comme avait fait Schmidt en faveur de Giscard en 81. Forcément, quand c'est l'autre qui gagne, ça jette un froid au départ. Hein, c'est sûr que c'est moins cordial tout de suite. Donc effectivement, au départ, ils n'ont pas grand-chose pour s'entendre. Hein. Alors, ils auraient pu avoir quelque chose pour s'entendre, qui était le fait qu'on supputait que François Hollande, étant proche de Jacques Delors, aurait pu être un candidat puis un président avec une vision pour l'Europe. Bah, comme quoi, on peut être proche de quelqu'un et puis pas avoir de vision. Donc, en fait, François Hollande, il avait laissé son Delorisme au vestiaire. Je ne sais pas trop où, ça s'est perdu en route à un moment. Et donc, ils se sont pas du tout retrouvés là-dessus. Bon, c'était pas très grave, vu que Merkel avait pas de vision non plus. En même temps, bon, il y avait pas, voilà. Donc, on n'a pas du tout une bonne entente. Ils sont en désaccord sur la question de l'austérité et donc des conditions de sauvetage de la Grèce ensuite en 2015. Donc voilà, ils s'entendent pas bien. Maintenant, c'est un couple qui a eu de la chance avec l'agenda. Ils s'entendent pas, ils sont pas vraiment faits pour s'entendre, mais après, est-ce qu'ils ont, au fil des années, noué une amitié? Je sais pas, je pourrais pas vous dire, je suis pas dans les confidences ni de l'un ni de l'autre. Mais il y a eu tout qui s'est aligné pour que, en tout cas, en façade, ils montrent une forme d'amitié. Parce que il est élu donc en mai 2012 et 2013, c'est la commémoration du 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Et cette commémoration, elle commence dès septembre 2012 avec la commémoration du fameux voyage à Reims de Konrad Adenauer et Charles de Gaulle, dont Ulrike parlait tout à l'heure. Donc on a Reims, septembre 2012, Merkel, Hollande, qui sont... Alors, ils n'assistent pas à une messe parce qu'on a changé d'époque, mais ils sont devant la cathédrale de Reims et ils font un discours tous les deux. Et donc, ils rentrent, en fait, dès l'élection de Hollande, dans cette séquence qui est la séquence de la commémoration des 50 ans. Et du coup, ils sont obligés de faire bonne figure, de faire les discours solennels, de se taper dans le dos et de dire, voilà, vive l'amitié franco-allemande, c'est formidable, etc. Donc, ça les aide, quelque part, je pense, à nouer quelque chose. Sur ce arrivent aussi les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, extrêmement important, parce que du coup, là aussi, on a toute la geste symbolique qui va avec et qui passe par le couple franco-allemand, dont le point d'orgue est 2016, Verdun, mai 2016, cérémonie à Verdun entre Merkel et Hollande. Donc cette commémoration, elle aide, et puis on a aussi, en 2014, les commémorations du débarquement. Donc ça fait beaucoup de commémorations. Et qui dit commémoration dit occasion de théâtraliser l'entente franco-allemande et on ne s'en prive pas. Donc ça a énormément aidé. Et puis au milieu de ça aussi, il faut le dire, malheureusement, les attentats de 2015, où on a tous en tête cette image de Merkel qui embrasse Hollande et qui est côte à côte avec lui dans les manifestations du 11 janvier 2015. Donc tout ça fait qu'on n'a pas finalement l'image d'un couple qui ne s'entend pas, alors qu'au départ, quand il est élu, on sait très bien qu'ils s'entendent pas. Il y a, vous vous souvenez, ce fameux orage qui a fait que la foudre est tombée sur l'avion de Hollande quand il est parti à Berlin pour voir Merkel pour la première fois. Donc c'était vraiment un hasard météorologique, mais qui tombait bien. Donc on sait tous qu'ils s'entendent pas, mais en fait on finit par l'oublier tellement on est abreuvé d'images de la mise en scène de l'amitié entre les deux pays. Mais bon, sinon globalement, il se passe pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on est dans la gestion des commémorations, dans la gestion de la crise grecque, 3e épisode, celui de 2015, là aussi où Hollande pousse quand même pour sauver la Grèce, et dans la question des attentats et de la crise migratoire. Avec le dissensus fort quand même sur la question migratoire que j'évoquais tout à l'heure, même si Hollande a été beaucoup plus soft que son Premier ministre. En même temps, comment ne pas être plus soft que Manuel Valls. Donc voilà. Donc je passe sur Hollande et j'arrive à Macron. Alors Macron,
Au départ, vous vous souvenez, hein, c'est Shabada. C'est waouh, c'est un président français très pro-européen qui a un programme avec là, alors pour le coup, une vision pour l'Europe. On n'a quand même pas eu de président français qui a une vision pour l'Europe depuis François Mitterrand, donc on avait oublié ce que c'était. Et qui est germanophile. En tout cas, dont le discours n'est pas germanophobe, ce qui est rare dans la classe politique française. Ou en tout cas, qui n'est pas prudent sur l'Allemagne, j'allais dire. Parce qu'il n'y a pas de germanophobie. Il y a une germanophobie affichée, évidemment, à l'extrême droite, très clairement, chez Marine Le Pen à l'époque, et une germanophobie affichée, très clairement aussi, à l'extrême gauche, du côté de Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le nommer, et même du côté de Arnaud Montebourg. Donc l'extrême gauche est sur une ligne assez germanophobe, l'extrême droite aussi, mais sinon, quand je dis germanophobie, j'exagère, mais personne n'ose dire en France « j'aime l'Allemagne ». C'est pas hyper vendeur en général dans la classe politique, sauf quand on est justement dans la théâtralisation de l'amitié, etc. Donc c'est complètement schizophrène, mais passons. Et du coup, lui, je rappelle quand même, il y a 5 ans, mais il fait sa campagne en disant effectivement que l'avenir de la France se trouve en Europe. Bon, il n'a rien inventé, c'était déjà le slogan de Mitterrand en 88, dans la campagne de 88, mais il réaffirme le fait que l'avenir de la France se trouve en Europe. Il évoque très vite cette idée de souveraineté européenne, et puis dans la campagne, il dit « Nous ne ferons pas l'Europe contre l'Allemagne, ni face à l'Allemagne, mais avec l'Allemagne. » Donc il y a un discours europhile et germanophile assumé du président français. Et donc forcément, son élection est une bonne nouvelle pour l'Allemagne. Et puis, vous vous souvenez, le premier déplacement de Macron, il n'y a pas la foudre, et il y a un coup de foudre, mais il n'y a pas la foudre, et ça se passe bien, et tout le monde l'accueille à bras ouverts, tout le monde est ravi, etc. Sauf qu'en fait, grosse désillusion derrière quand même. Parce que du coup, on se dit, ça va avancer. Sauf que ce qu'on n'avait pas mesuré sans doute, et peut-être que le candidat Macron lui-même n'avait pas mesuré, c'est que l'Allemagne est en campagne électorale, que les élections sont en septembre, on est en mai. Donc Merkel, elle est en suspens, elle est en campagne. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, et elle ne veut pas surtout s'engager pour l'avenir parce qu'elle estime qu'elle n'a pas la légitimité pour le faire. Arrivent les élections allemandes, avec une réélection, mais quand même compliquée d'Angela Merkel. Et 2 jours après les élections allemandes, qui ont eu le 24 septembre, le 26 septembre, Emmanuel Macron fait son fameux discours de la Sorbonne sur l'Europe, où il développe sa vision pour l'Europe qui n'a pas changé, qui est la même que ce qu'il vient de faire cet après-midi devant le Parlement européen, en gros, actualisé avec le Covid, etc. Mais c'est en gros la même chose. Donc, il développe sa vision européenne et clairement, c'est un moyen de mettre la pression sur la chancelière qui vient d'être réélue. Sauf qu'elle ne peut pas répondre. Elle ne peut pas répondre parce qu'elle est en train de forger sa coalition. Et que, souvenez-vous, ça a pris 6 mois. C'est le problème de la démocratie parlementaire. On parlait des inconvénients de la Ve République. Tout n'est pas parfait en Allemagne non plus. Ça peut prendre du temps parfois. Et donc là, elle est en train de négocier. Donc elle n'est pas du tout en position de répondre. Et vous vous souvenez, elle a d'abord tenté une coalition dite jamaïcaine, donc entre les Verts, les libéraux et la CDU, mais ça n'a pas marché, notamment à cause de divergences assez profondes entre les Verts et les libéraux. Et donc ensuite, elle se relance dans la négociation d'une grande coalition, mais dont ne voulait pas le SPD. Donc le SPD est obligé d'y aller parce qu'il n'a pas le choix, parce que sinon ça fait une crise institutionnelle, mais enfin il n'a pas très envie, etc. Tout ça dure 6 mois. Et donc pendant ces 6 mois, l'Allemagne ne répond pas aux propositions de la France. Et une fois qu'elle a cette majorité, elle reste extrêmement frileuse. Alors qu'elle aurait pu, parce que quand même elle est en coalition avec le SPD qui est plutôt pro-européen, bon voilà, mais elle attend et elle est dans cet attentisme. Et donc là, il y a vraiment une opportunité ratée, je dirais, entre 2018 et 2019, jusqu'au Covid, de faire avancer les choses avec une France qui, pour une fois depuis 20 ans, est extrêmement allante sur l'Europe.
Donc, il ne se passe pas grand-chose jusqu'au Covid. Mais parce que aussi, il y a la question migratoire et qu'elle est toujours critiquée et affaiblie par sa branche bavaroise, en gros. Hein. Donc, même si elle a fini par trouver une coalition, elle est affaiblie par l'entrée de l'AfD, par le fait que la CSU est pas très très coopérative. Donc, c'est compliqué. Et du coup, tout cet espoir d'un renouveau de l'Europe, parce que la France enfin se réveille de son long sommeil européen qui date de 95 en fait. Donc on se dit bah ça y est, la France est sortie enfin de son coma européen, on va pouvoir faire quelque chose avec les Allemands. Et puis en fait, bah, Angela Merkel, c'est pas le coma, mais enfin c'est pas la grande forme quoi. Donc il se passe rien et on en arrive au Covid. Voilà. Donc le couple, bah, c'est des couples qui marquent par un certain nombre de symboles importants, mais qui finalement n'ont pas du tout réussi à façonner l'avenir de l'Europe, à avoir une vision de qu'est-ce que doit être l'Union européenne dans 10 ou 20 ans, que ce soit sous Sarkozy, sous Hollande ou sous Macron, sauf avec le Covid. Où là, avec ce plan de relance, on commence à entrevoir une autre possibilité d'Europe, même si je reprécise, pour l'instant, et c'est dans le contrat de coalition, ça me fait ma transition, on sent la prof, dans le contrat de coalition, il y a bien inscrit le plan Next Generation EU, c'est le terme européen pour ce que nous on appelle le plan de relance, c'est un instrument limité dans son montant et limité dans le temps. Donc, fin de non-recevoir sur l'idée de tiens, on va faire ça plus souvent et puis on va finalement lancer un endettement commun pour faire plein de choses. Bon. Je vais y revenir. Je reviens en arrière. Donc, on sent pas la prof qui respecte absolument pas donc la méthodologie qu'elle donne à ses élèves, ne pas revenir en arrière. Je reviens en arrière juste parce que sur le couple franco-allemand, il y a quand même des choses intéressantes. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de choses. C'est marrant parce qu'on garde des images très très fortes, par exemple évidemment de Mitterrand-Kohl en 84 à Verdun, ou évidemment aussi de Gaulle-Adenauer. On n'a pas beaucoup d'images fortes en fait sous Merkel, avec aucun, alors qu'il y en a eu, comme je l'ai dit, avec les commémorations. Et on a un peu tendance à oublier alors qu'il y a eu des gestes forts. Je pense à Verdun évidemment en mai 2016 avec François Hollande, mais le 11 novembre 2009, Merkel, sous l'Arc de Triomphe, pour l'armistice. Ça, c'est très important. Tout ce qui touche de toute façon à la mémoire de la Première Guerre mondiale est extrêmement important parce que c'est une mémoire beaucoup plus conflictuelle que celle de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça, c'était un geste extrêmement fort qui a été réitéré le 11 novembre dernier pour pas dernier, pardon, en 2000... Je m'en mêle les pinceaux. En 2018, ils sont allés à Rotonde. Donc en 2018, il y a Rotonde, ils posent une nouvelle plaque, donc là où a été signé l'armistice de 18 et aussi celle de 40. Donc Rotonde, c'est aussi un peu compliqué dans notre mémoire franco-allemande. Donc il y a des gestes forts, hein, c'est 2-11 novembre, c'est fort. Toute la gestuelle autour de la commémoration de la Première Guerre mondiale, c'est aussi important. Donc il y a eu des choses, mais c'est comme si ça n'avait pas imprégné nos esprits autant que ce qu'on a pu voir dans les décennies passées. Je ne sais pas trop pourquoi, on verra après. À propos de ça, je fais de la pub, j'y ai pensé parce que je dois bosser dans le train et du coup je l'ai apporté, donc pas du tout pour faire la pub, mais je suis censée faire un compte-rendu de ce livre qui est très bien, qui s'appelle « Ennemi héréditaire », point d'interrogation. Un dialogue franco-allemand, et qui en fait, alors au départ quand on m'a demandé, je vous avoue, de faire le compte-rendu, je me suis dit allez, un énième livre sur la relation franco-allemande, bon. En fait, c'est vraiment très très bien. C'est Hélène Miard-Delacroix qui est une collègue brillante sur la question allemande et des relations franco-allemandes, et un collègue allemand, Andreas Wirsching, et ils dialoguent. C'est vraiment une conversation entre eux qui va de la guerre de 1870 à nos jours. Et en fait, j'ai appris plein de trucs, comme quoi je peux toujours apprendre sur la relation franco-allemande, donc c'est cool. Et puis aussi beaucoup d'anecdotes. Et puis le format, c'est pas du tout un format universitaire, c'est vraiment une conversation. Donc c'est très fluide, c'est super facile à lire. C'est très vivant et en même temps en fait il y a énormément de fond, on apprend beaucoup de choses, donc vraiment très bonne lecture. Voilà, je te l'offrirai, toi là qui es responsable de ma venue ce soir.
Voilà. Mais je fais de la pub parce que franchement, c'est vachement bien. J'étais très, très, très agréablement surprise. À la fois comme ça, mais même sur le plan pédagogique, je pense pour mes étudiants, parce que je trouve que c'est un moyen plus divertissant d'apprendre. Et surtout, il y a aussi énormément de choses pour celles et ceux que ça intéresse. Et tu parlais de faire l'Europe par le bas et la réconciliation franco-allemande par le bas. Il y a énormément de choses sur la société civile. Il y a énormément de choses aussi sur les convergences culturelles entre les deux peuples, malgré l'inimitié et malgré les guerres. Et il y a aussi une analyse des divergences entre les peuples, c'est-à-dire des différences de culture politique. Donc c'est assez intéressant parce que ça va aussi sur le terrain autre que celui simplement des relations entre les gouvernements. Voilà, c'était ma petite parenthèse pub. Je vous jure que j'ai pas d'action et que voilà, je n'ai aucun conflit d'intérêt comme on dit maintenant. Voilà, alors pour terminer rapidement sur la nouvelle coalition, je bois 2 secondes. Bon, c'est bien cette nouvelle coalition, globalement. Voilà, c'est ça que je peux dire. Non, mais je vais rentrer évidemment plus dans les détails. Bon, c'est bien, avec des bémols évidemment, mais c'est plutôt bien. D'abord, les 3 partis se sont affichés quand même dans la campagne comme très pro-européens, et c'était le cas aussi du programme de la CDU-CSU. Hein, c'est-à-dire que quand on compare à la campagne française, bah, il n'y a pas photo. Clairement, on va pas se mentir, il n'y a pas photo. On a un discours très pro-européen, un programme qui affiche clairement le fait que l'avenir de l'Allemagne est dans l'Europe. Donc ça, c'était de la part, disons, des 4 partis principaux. Maintenant, évidemment, avec des nuances extrêmement importantes. Sur un point sensible que je viens d'évoquer, qui est le plan de relance, clairement, c'était plus engageant chez le SPD et chez les Verts que chez la CDU et les libéraux, qui insistent bien dans leur programme sur le fait que c'est one shot, c'est une fois. Ne rêvez pas les pays du Sud, on va pas faire ça à chaque fois. Et puis retour au pacte de stabilité, donc retour aux règles budgétaires des 3% et des 60% de dette, même si personne ne les respecte. Oui, voilà, en gros, c'est qu'une fois, on revient au pacte de stabilité et pas d'union de transfert. Donc, pas effectivement de solidarité au-delà de ce plan. Je fais une petite parenthèse linguistique, on parlait des langues tout à l'heure. Nous, on appelle ça le plan de relance. Tout le monde en France appelle ça le plan de relance européen. En allemand, ça s'appelle Wiederaufbau, c'est-à-dire la reconstruction. Qui dit donc bien ce que ça veut dire. Ce n'est pas une relance keynésienne, normale, classique, comme la France en rêve depuis 30 ans. C'est un plan de reconstruction lié à une situation bien précise qui est celle des conséquences de la pandémie. Donc là, le vocabulaire, il est extrêmement important. Hein. Donc, effectivement, bon, la droite conservatrice et les libéraux étaient sur une ligne classique allemande, et c'est une parenthèse, là où le programme des Verts et le programme du SPD laissaient un petit peu plus de portes ouvertes vers vraiment autre chose. Notamment, on avait dans le programme du SPD l'idée de transformer l'union économique et monétaire en union économique, budgétaire, fiscale et sociale. Donc là, on allait vers une convergence nettement plus importante avec la France. J'allais dire la France quelle qu'elle soit, en gros, parce qu'on demande ça quand même depuis Maastricht, nous, en réalité. Quelques partis que ce soit, je veux dire quelques partis hors des partis souverainistes, nationalistes. Donc, ça, il y avait une porte, et bon, elle s'est refermée, clairement, avec le fait que les libéraux soient dans la coalition. Donc, quand on m'interviewait avant les élections sur qu'est-ce qui serait le plus Macron-compatible ou qu'est-ce qui serait le plus compatible avec la vision française, évidemment, je disais Olaf Scholz, on a Olaf Scholz, mais je disais Olaf Scholz avec les Verts, pas avec les libéraux. Et même peut-être plus Olaf Scholz avec la CDU qu'avec les libéraux. Parce que les libéraux sont aujourd'hui, hors AfD évidemment, le parti le moins... Alors, le moins pro-européen, c'est pas bien ce que je dis, parce qu'ils sont très pro-européens dans le reste, hein, c'est-à-dire sur les réformes institutionnelles. Ils parlent de mettre la politique étrangère avec un vote à la majorité. Donc, il y a plein de choses très pro-européennes, mais sur les questions budgétaires et économiques, c'est la règle allemande. Hein. Bon. Donc, c'était pas forcément, pour nous, d'un point de vue français, le meilleur scénario
la coalition avec les libéraux. Maintenant, ils y sont, il n'y a pas le choix, on les a, donc on les prend. Mais globalement, ce contrat de coalition, il est plutôt encourageant. Alors, sur les questions qui fâchent, donc sur ce pacte de stabilité et de croissance et tout ça. Donc, qu'est-ce qui est dit? Je cite, je la connais pas par cœur, enfin, j'ai pas appris par cœur les 100 pages du contrat de coalition, vous imaginez bien. Donc, nous voulons renforcer et approfondir l'union économique et monétaire. Le pacte de stabilité et de croissance a prouvé sa flexibilité, de l'art du compromis en politique, de l'art de je noie le poisson. Donc, le pacte de stabilité a prouvé sa flexibilité. Sur sa base, nous voulons garantir la croissance, maintenir la viabilité de la dette et veiller à des investissements durables et respectueux du climat. Comme ça, tout le monde est content. On applique le pacte de stabilité, mais il est flexible. Effectivement, ça fait 15 ans qu'on ne le respecte pas. Donc, effectivement, il est assez flexible. Donc, on garde sa base. On veut investir. Ça, c'est beaucoup les libéraux, l'investissement, notamment dans le numérique. Ils ont beaucoup critiqué le sous-investissement de l'ère Merkel et l'immobilisme de l'ère Merkel. Ils ont été beaucoup portés par les jeunes, comme les Verts. Donc, il y a une volonté que ça bouge. Donc, l'idée d'investissement durable et respectueux du climat. Donc, on en met un peu pour les Verts, on en met un peu pour les libéraux, on en met un peu pour les sociodémocrates. Tout le monde est content. Voilà. Ça, on voit très, très bien, effectivement, la construction d'un compromis politique. Donc, vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'on voit bien que on reparle du pacte de stabilité, alors que nous, en France, on a envie de l'enterrer discrètement sans flonflon. Mais en même temps, on dit qu'il est flexible et donc on sous-entend qu'on peut quand même continuer à l'interpréter de manière flexible, là où le programme des libéraux et de la CDU, c'était pas du tout ça. Donc les libéraux ont avalé des couleuvres aussi dans ce contrat de coalition, parce que c'était retour au pacte de stabilité, à ses règles, fissa. Enfin, une fois que la pandémie est finie. Donc comme elle finit pas, en même temps, ça nous laisse des options. Et ensuite, dans le contrat de coalition, vous avez bien Next Generation EU, donc le plan de relance, est un instrument limité dans le temps et dans son montant. Mais en même temps, il faut renforcer les programmes d'infrastructures transnationales, de recherche et Erasmus. Donc vous voyez, c'est en même temps pas trop de budget, pas d'union de transfert, le pacte de stabilité, mais en même temps il faut investir pour la transition numérique, pour la transition environnementale, pour Erasmus. Donc encore une fois, en fait on ne sait pas ce qu'ils vont faire et je pense que ça va dépendre beaucoup du contexte européen, de la réaction des autres partenaires et puis des équilibres de forces politiques à l'intérieur de cette coalition. Et pour l'instant, dans la coalition, c'est quand même les Verts et le SPD qui sont dominants. Donc les libéraux, ils ont quand même dû faire un certain nombre de compromis assez importants. Même s'ils étaient, comme on a dit, faiseurs de roi, ils sont quand même derrière. Donc, voilà. Alors, on va pouvoir faire à peu près tout et son contraire, je pense, avec ce contrat de coalition. Et donc, il va falloir voir ce qui se passe. On a aussi quelque chose qui va pas plaire à la France dans ce contrat de coalition. La stabilité des prix est essentielle à la prospérité de l'Europe. Donc, on revient au totem de l'inflation en Allemagne. Mais ça s'explique par le contexte actuel de montée très importante des prix. Et donc, il fallait rassurer les Allemands. Donc, ça est présent dans le contrat de coalition. C'est pas complètement une surprise. L'idée que le mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est bien la stabilité des prix prioritairement. Donc on revient là aussi au totem allemand quand même très largement. Mais en même temps, il faut lancer une grande offensive d'investissement dans les infrastructures européennes, ferroviaires, énergétiques, le renouvelable, etc. Donc vous voyez, il y a de quoi, je pense, bien fonctionner avec Emmanuel Macron pendant cette présidence française de l'Union européenne et avec Emmanuel Macron s'il est réélu. Donc il y a des convergences, c'est indéniable. Et elle ne s'arrête pas à la question de l'investissement, de la transition numérique ou de la transition verte qui sont aussi importants là dans le discours de Macron sur la présidence française de l'UE. Ça va aussi sur le social. Emmanuel Macron a dit qu'il voulait pousser l'adoption donc du salaire minimum européen, enfin qui n'est pas un salaire minimum, mais disons un plancher salarial. La convergence sociale fait partie des objectifs aussi de la coalition en Allemagne. Il y a une autre convergence extrêmement importante, on l'a beaucoup dit, c'est l'autonomie stratégique, la souveraineté européenne, ce terme qui était presque un gros mot en Allemagne et qui est écrit noir sur blanc dans le contrat de coalition, la souveraineté européenne. Après, à chaque fois que j'en discute avec des Allemands, ils me disent « oui, mais attention à ce qu'on met derrière ».
effectivement, peut-être on met pas complètement la même chose derrière les mots, mais en tout cas, le contrat de coalition parle de souveraineté au niveau numérique, de souveraineté au niveau agroalimentaire, de souveraineté au niveau géostratégique et donc de renforcer la défense. Dans le programme des libéraux, il y avait armée européenne. Le terme armée européenne était employé. Donc là, je pense qu'on a des convergences assez importantes parce que l'Allemagne s'est un peu réveillée sur cette question de l'autonomie géostratégique de l'Europe, avec le Covid évidemment, avec Trump avant, avec même les déceptions du mandat Biden depuis l'année dernière. Donc il y a quand même cette idée qu'il faut une Europe qui soit capable de s'assumer. Maintenant, à chaque fois que je dis ça ou que je lis ça, je me dis toujours oui d'accord, mais pour ça il faut quand même de l'argent. Il faut des investissements et ils disent qu'on va en faire. Mais donc, il faudra quand même des négociations budgétaires parce qu'on ne pourra pas comme ça être autonome dans tous les domaines sans dépenser plus. À un moment, ça ne marchera pas. Donc, on va voir concrètement à l'usage. Mais disons qu'en théorie, il y a un certain nombre de convergences non négligeables avec la présidence française de l'UE actuelle. Maintenant, on pourra en reparler. La présidence française de l'UE, évidemment, elle va être largement parasitée par la présidentielle. Maintenant, il y a des divergences qu'on cache un peu, je trouve, en tout cas qui sont peu mises en avant. Je disais tout à l'heure, l'Allemagne, là, ils ont l'idée notamment de de modifier le vote pour la politique étrangère pour passer à un vote à la majorité. Ça veut dire être capable de discuter de diplomatie européenne sans voter à l'unanimité et donc prendre des décisions à la majorité. C'est extrêmement supranational. Ça veut dire renoncer à une forme d'indépendance, d'autonomie, de souveraineté en matière diplomatique. Je ne suis pas sûre que la France y soit prête, y compris Emmanuel Macron. Donc là, on va voir. Moi, je suis très très curieuse de voir la réaction d'un Macron éventuellement réélu sur toutes ces questions où l'Allemagne va très loin. Je pense aussi à la question institutionnelle. Dans le contrat de coalition, vous avez écrit noir sur blanc que la conférence sur l'avenir de l'Europe qui a été ouverte au printemps dernier et qui doit se clôturer sous présidence française de l'UE doit déboucher sur une constituante pour aboutir à un État fédéral européen. Je peux me tromper parce que je vous avoue que je n'écoute pas tous les discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe. En général, je les lis, je les supporte beaucoup mieux quand je les lis que quand je les entends. Je suis d'accord avec 98% de ce qu'il dit, mais quand je l'entends, je sais pas, il y a une espèce de blocage. J'ai l'impression d'avoir un enfant de chœur dans une cathédrale, c'est un peu énervant. Et donc, il me semble que Macron n'a jamais prononcé le terme de fédération européenne. Je peux complètement me tromper, mais en tout cas, on va dire c'est pas récurrent dans son discours, parce que tout le monde a bien en tête la souveraineté européenne, mais il n'est pas de manière récurrente sur l'idée d'une évolution fédérale. Et pour cause, parce qu'en France, c'est un mot tabou aujourd'hui et depuis plusieurs décennies. Donc là vraiment, la nouvelle coalition dépasse la France dans le projet pour l'Europe, y compris Macron, qui est sans doute l'un des candidats, il n'est pas encore candidat officiellement, enfin on va faire comme si, on va se projeter dans quelques semaines, l'un des candidats les plus europhiles sur le spectre politique français aujourd'hui, avec Jadot notamment. Bon. Donc, je suis pas sûre que là, nous, on suive en fait. Donc, il y a beaucoup cette idée de développer davantage la majorité. La politique étrangère, c'est un exemple le plus, disons, concret, enfin le plus choquant pour nous. Mais en gros, ils disent il faut lever les blocages du vote à l'unanimité et développer le vote à la majorité, aller vers une fédération, aller vers un droit d'initiative pour le Parlement européen. Alors là-dessus, si je me fonde sur mes connaissances historiques, parce que je suis pas Madame Irma, donc je sais pas ce qu'on fera, mais historiquement, la France a toujours été un facteur de blocage dans la montée en puissance des pouvoirs du Parlement européen, parce que la France a toujours voulu garder l'essentiel du pouvoir pour le Conseil des ministres, c'est-à-dire dans une logique intergouvernementale. Donc on a fini par accepter l'augmentation des pouvoirs du Parlement, mais ça a été rude et on l'a pas compris en fait. Il y a des moments où dans notre logiciel de compréhension, on a tout misé sur le fonctionnement du Conseil européen et du Conseil des ministres et on n'a pas du tout
compris vraiment ce qu'est le Parlement européen. Il n'y a qu'à voir qui on envoie siéger au Parlement européen pour comprendre que la France, les partis politiques français n'ont pas compris l'importance de cette instance. Hein. On est complètement à la ramasse là-dessus. Et donc là, la coalition nous dit, on va faire un droit d'initiative. Alors, il me semble pas non plus que j'ai complètement entendu ça dans le projet de Macron. Et aussi, le système, et je finis parce que j'ai dépassé, des Spitzenkandidaten, c'est clairement dans le contrat de coalition, nous favoriserons le système des Spitzenkandidaten, je rappelle de ce mot barbare allemand, mais que j'aime bien, qui est d'avoir des têtes de liste au moment des élections européennes, comme nous avions eu en 2014, et comme nous avons eu en 2019, mais ça n'a pas été suivi. C'est-à-dire que on a une tête de liste pour les socialistes, une tête de liste pour les conservateurs, une tête de liste pour l'extrême droite, mais ils y participent pas, ils le font pas, une tête de liste pour la gauche extrême, et puis une tête de liste pour chaque parti, pour les Verts. Et donc quand on vote en France pour LR, en même temps, on vote pour Juncker en 2014 à la tête de la Commission européenne. Quand on vote pour le PS, on vote en 2014 pour Martin Schulz, par exemple, à la tête de la Commission européenne. Ce système a été rejeté par Emmanuel Macron, qui se dit pro-européen, fédéraliste, etc. Enfin, il ne dit pas fédéraliste, justement, alors que c'est un système qui permet de créer une Europe politique, de politiser et d'européaniser l'élection européenne, qui pour moi était une avancée majeure de la construction européenne, et Macron s'est toujours prononcé contre ça. Et ça, c'est dans le contrat de coalition. Donc, on verra. Voilà, donc il y a des points de convergence, clairement, et de quoi faire avancer l'Europe pour les prochaines années, mais il y a des points de divergence aussi. Et puis évidemment, tout ça est largement suspendu, je suis désolée, il faut que je finisse par ça, c'est-à-dire on me dit qu'est-ce qui se passe après Merkel et quid de la coalition. Bon ben, j'ai la coalition, j'ai son contrat, et ça dure 4 ans, mais il me manque l'autre élément dans la balance. C'est qu'un couple, on est à 2, et qu'on a juste une élection présidentielle qui est prévue dans 3 mois, dont l'issue est plus qu'incertaine, et alors qu'on la pensait assez certaine, elle ne l'est pas, et qu'on voit bien au fur et à mesure de la campagne que, à part Macron et effectivement Yannick Jadot, parce que c'est un député européen et qu'il est très pro-européen, il n'a pas le même programme que Macron, mais il est clairement pro-européen, mais que sinon, on a vraiment à nouveau en France une dérive souverainiste énorme, à l'extrême droite, bien entendu, mais personne ne va être surpris par le discours d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, sinon, à moins d'avoir dormi dans les dans les 4 dernières années ou les 10 dernières années. Mais LR, alors là, quand même, alors attention, hein, on vient des gaullistes, on vient de l'Europe des patries, de la souveraineté, etc. Bon, d'accord. Je dis Europe des patries, on va me dire non, il a jamais dit ça. Oui, l'Europe des États, bon bref, qui respecte la souveraineté des États. Mais quand j'entends la primaire LR, quand j'entends Valérie Pécresse, qui soutient la Pologne pour dire que le droit européen ne doit pas primer sur le droit national, quand j'entends Michel Barnier, bon là je fais un AVC directement quand j'entends Michel Barnier, parce que quand je me dis que c'est celui qui a incarné l'Europe face aux Britanniques pendant toute la procédure du Brexit et que pendant la campagne, il remet en cause, quelque part indirectement, il l'a fait plus subtilement que les autres, mais il l'a fait quand même, la suprématie du droit européen sur le droit national, je m'étouffe quand même un petit peu. Et ça, je suis désolée, c'est peut-être pas politiquement correct de le dire, ou ça fait pas plaisir aux Français parce qu'il y a un souverainisme français important, mais l'Europe ne peut pas fonctionner sans la primauté du droit européen sur le droit national. C'est la base de la construction européenne. Si on crée un droit européen et que chaque gouvernement peut en fait faire ce qu'il veut, on n'a pas d'Europe. Donc, moi, je n'ai absolument rien contre le fait qu'on me dise « je veux la primauté du droit français sur le droit européen » parce que c'est normal, parce que l'État-nation est le lieu de l'exercice de la démocratie, donc c'est ça que je veux. J'ai rien contre, chacun a le droit d'avoir ses opinions. Mais en revanche, il faut être cohérent et il faut être de bonne foi. C'est-à-dire, si on veut ça, ça veut dire qu'on ne peut pas vouloir vraiment l'Europe. Ça ne peut pas marcher ensemble. Sinon, on détricote à chaque fois. On est 27, donc on prend une décision à 27, puis 6 mois après, il y a une élection dans un pays, puis on dit « ah bah non, bah là, je veux pas le respecter ». Puis 3 mois après, il y a une élection dans un autre pays, puis on dit « ah bah non, bah là, moi, ça m'enquiquine, j'ai pas été élu là-dessus, donc je vais pas le respecter ».
Bah, si tout le monde fait ça, très vite, il n'y a pas d'Europe. Hein. C'était déjà mon problème avec le programme de Mélenchon il y a 5 ans, et c'est mon problème là avec LR. Donc là, le truc, c'est qu'on a une coalition en Allemagne qui peut faire bouger les choses, mais qui sera là en France, je ne sais pas. Et donc forcément, on a un certain nombre d'inconnus pour les 5 années qui viennent. Voilà. Donc je termine par ça. Je suis désolée, j'ai été trop longue comme d'habitude. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je pense qu'on a écouté avec aussi passionnément que tu as parlé. Donc je pense qu'on a accepté ce débordement, mais ça limitera un peu plus le temps de discussion, de questionnement, parce que Marion a un train tout à l'heure. Donc nous avons tout compris, maximum 15 minutes. Je suis vraiment désolée. Alors, je passerai volontiers le micro. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par me présenter en 2 petits mots. Je suis un fidèle lecteur de Ouest France. C'est toujours un réel plaisir de revenir dans ces locaux et de pouvoir débattre des sujets d'actualité. Mis à part ça, donc, je suis européiste convaincu, européen convaincu et aussi anciennement des jeunes européens. Je vais donc tout d'abord vous remercier pour la qualité de votre intervention, concise, précise, pleine de pédagogie. On reconnaît la prof des sciences. Et enfin, j'arrive à ma question. Alors, est-ce qu'il serait possible de transposer le modèle démocratique et institutionnel allemand en France? Ce sera peut-être l'occasion de rappeler comment fonctionne la démocratie en Allemagne et si on peut avoir plusieurs pistes pour y arriver. Merci. Ça mérite un cours. Alors, oui. Alors, d'abord, merci beaucoup pour vos compliments et pour votre question. Alors, je peux pas vraiment répondre parce que moi, je suis pas constitutionnaliste et je suis pas spécialiste ni du modèle allemand ni du modèle français. Donc, je peux répondre davantage éventuellement sur est-ce que c'est transposable dans l'Union européenne. Mais en même temps, ça me fait plaisir que vous posiez cette question, même si moi, je suis pas du tout spécialiste pour y répondre, parce qu'évidemment, comme beaucoup d'entre nous, j'y réfléchis énormément, puisque il faudrait être aveugle pour voir qu'on est dans une crise de la démocratie de manière générale, mais en France en particulier. Et je disais tout à l'heure, le modèle allemand, on voyait bien les inconvénients du modèle allemand en 2017, parce que c'est vrai que quand un pays comme l'Allemagne met 6 mois à avoir un gouvernement, alors on est habitué avec la Belgique, mais tout le monde s'en fout, en gros, s'il n'y a pas de gouvernement belge pendant 1 an. Mais quand il n'y a pas de gouvernement allemand, c'est méchant pour les Belges ce que je dis, mais quand il n'y a pas de gouvernement allemand pendant 6 mois, ça pose problème. Donc du coup, tout d'un coup, je me souviens très bien, on s'est dit, oh là là, ce modèle qu'on admire, et puis nous, on crache toujours sur la 5e République en France, mais en fait, regardez, c'est le bazar en Allemagne, etc. Donc on a déjà beaucoup réfléchi à l'époque, mais au final, quand je regarde les dysfonctionnements de la démocratie française, je me dis que peut-être c'est mieux d'avoir de temps en temps un peu de problème à former une coalition, plutôt que d'être dans ce modèle de la 5e République. Parce que finalement, ce qui est intéressant dans le modèle allemand, c'est que c'est pas du tout un modèle parlementaire à la 3e ou 4e République où on va changer de gouvernement tous les 3 mois au gré des humeurs des uns et des autres. C'est quelque chose où, en réalité, on part de l'élection au Parlement pour forger, non pas un gouvernement éphémère de quelques semaines, mais un contrat. Et ça, c'est quand même un exercice démocratique assez extraordinaire. Alors, d'un point de vue français, on a énormément de mal avec ça. Moi, la première, parce qu'on se refait pas, on est français à l'insu de son plein gré, on nous a bien martelé une culture politique à l'insu de notre plein gré, on s'en rend pas forcément compte. Donc évidemment, du point de vue français, moi j'ai toujours le truc de me dire mais qu'est-ce qu'ils ont avalé comme couleuvre tous, c'est-à-dire au départ quand je regarde le programme des Verts et le programme des libéraux, je me dis mais c'est pas possible qu'ils gouvernent ensemble, c'est-à-dire il y a un des deux qui va s'étouffer en faisant la négociation, ça peut pas marcher. Et donc moi j'ai ce côté très français de dire on élit quelqu'un sur un programme, il faut qu'il ait les moyens de mettre en œuvre tout son programme, et puis ça m'enquiquine qu'on soit obligé de faire des compromis, de renoncer à des trucs et tout ça. C'est très français en fait. Donc le truc, c'est qu'il faut être capable, pour appréhender ce modèle,
de mettre de côté, je dirais, notre réaction irrationnelle ou émotionnelle, en fait, qui est parce que ça nous est étranger. Et quand je regarde au final, je me dis, bon, ok, ce contrat de coalition, il fait ni plaisir aux Verts, parce qu'il y a plein de trucs auxquels ils ont dû renoncer, il fait pas vraiment plaisir aux libéraux non plus, le SPD aussi, bon, d'accord, donc personne n'est complètement content, mais au final, il y a des avancées dans tous les domaines. Donc, c'est vrai que c'est des petits pas par rapport à des gros pas qu'on aurait pu faire s'il y avait eu une majorité, je sais pas, CDU libéraux ou une majorité vert-rouge, mais il y a des petits pas et on avance comme ça. Et en fait, je trouve que c'est une assez belle leçon de démocratie. Et c'est peut-être pour ça aussi que les Allemands comprennent mieux le système européen, parce que nous, en fait, on a toujours aussi le même rapport très critique sur l'Europe, parce qu'on trouve toujours que c'est des compromis trop petits, trop tardifs. Et c'est vrai, l'Europe, on est 27, donc en fait, quand on est fédéraliste, on n'est pas content parce qu'on trouve que c'est pas assez fédéraliste. Quand on est souverainiste, on trouve que c'est pas bien parce que c'est trop fédéraliste. Quand on est à gauche, on trouve que c'est trop libéral. Quand on est libéral, on trouve que c'est trop social. Parce que c'est un compromis à 27. Et donc, du point de vue français, ça nous plaît pas, ce truc. Parce qu'effectivement, c'est une espèce de truc mou entre les deux, de quelqu'un qui n'arrive pas à choisir son camp. Mais finalement, moi, je trouve que c'est assez intéressant. Donc, je ne sais pas si on peut le transposer en France tel quel, ni si c'est souhaitable nécessairement, mais il ne faut pas, je pense, caricaturer la réflexion qu'on peut avoir sur la Ve République en agitant l'épouvantail de la 3e ou de la 4e, alors que l'Allemagne nous offre un modèle qui peut être alternatif sur la base, justement, d'être capable de se mettre autour d'une table, de ne pas s'aimer, de ne pas être d'accord, mais de voir ce qui peut être commun entre nous. Maintenant, vous me demandez si c'est transposable en France. Ça me semble compliqué de le transposer en France, dans tout le spectre politique français, quand on voit que c'est même pas transposable à la gauche française aujourd'hui. Moi, je dis un petit stage de tous les candidats de gauche en Allemagne pour voir comment on négocie un contrat de coalition. Il y a de l'idée. Donc, je suis pas sûre que ce soit transposable pour répondre à votre question. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment. Une autre question courte et concise. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Philippe Leroy, créateur de la Semaine du cinéma allemand Dinard. Ah Voilà. Et donc, moi, j'avais une question très très simple. Pendant ces 16 années de mandat d'Angela Merkel, il y a quand même eu la montée de Trump qui a accédé à la Maison-Blanche, le Brexit. C'est vrai que j'ai oublié le Brexit. Ouais. Poutine. C'est révélateur, je vous le dis. Arabe. Bon, tout ça, c'était quand même pas. Il y a eu la crise des subprimes. Tout ça, c'était quand même très très compliqué de faire avancer l'Europe avec tout ça quand même. Surtout qu'à un moment, elle a reculé quand même. Donc, je vous ai trouvé un peu sévère avec le bilan sur l'Europe de Merkel, avec tout ça, surtout avec le Brexit. C'était pas évident d'avancer avec ce Brexit. Alors, je ne sais pas si je suis sévère. Quand je regarde parfois en Allemagne, certains politistes ou autres, et puis même en France, mes collègues, on est tous à peu près sur la même ligne. C'est vrai que j'ai oublié le Brexit. Je ne sais pas ce que je dois en déduire au plan psychanalytique. Une espèce de satisfaction au final que ce soit fait, peut-être. Non, blague à part, je l'ai oublié, c'est une erreur parce que je suis désolée, ça va aller dans mon sens. Pour moi, c'était une catastrophe au début. C'est-à-dire que je me souviens très bien de à quel point j'étais choquée, mais en colère, de l'incapacité de la France et de l'Allemagne de réagir ensemble. Alors ça, je me souviens que ça m'a sidérée. On a quand même un référendum qui est annoncé depuis plus d'1 an. On sait que ça va avoir lieu, c'est pas une surprise. Et pourquoi, pendant toute la période de la campagne, pendant ce référendum, la France et l'Allemagne n'ont pas été foutues de se mettre ensemble et se dire « Ok, les gars, on prépare 2 déclarations, une en cas de Brexit, une en cas de Remain, et comme ça, le jour J, au moment où on a le truc, on est tous les deux ensemble et on fait une déclaration commune de la réaction de la France et de l'Allemagne à cet événement. » Rien. Alors moi, ça me sidère.
Donc je ne sais pas si c'est la faute de Merkel, de Hollande, des deux, je veux même pas le savoir. Mais c'est hallucinant. Et c'est hallucinant qu'on n'ait pas eu dans la seconde aussi une réaction de l'UE. Donc c'est comme si tout le monde était pris par surprise. Alors déjà, moi, personnellement, le résultat ne m'a pas surpris. C'est peut-être mon côté pessimiste, j'étais sûre, enfin, ou optimiste en même temps, je sais pas comment il faut le tourner, mais j'étais sûre que le Brexit allait l'emporter, enfin que la sortie allait l'emporter, mais de toute façon, imaginez juste, voilà, 2 déclarations, une pour un résultat, une pour l'autre, et on s'affiche unis. Et pas François Hollande qui fait sa petite déclaration dans son coin, Merkel qui fait sa petite déclaration dans son coin. Donc ça m'a choqué par exemple. Donc là, je me dis, bah, peut-être, alors c'est encore des suppositions, mais on aurait eu Mitterrand-Kohl ou Giscard Schmitt, j'aurais pu attendre un truc commun. Donc moi, ce qui me frappe, je suis d'accord avec vous, c'est que des crises. Il n'y a que du bazar à gérer. Mais dans les crises, c'est aussi là parfois, et on l'a vu avec le Covid, qu'on forge la vision de ce qu'on veut pour l'Europe. Et ils ont été incapables de le faire jusqu'à ce qu'il y ait des centaines de milliers de morts sur le continent, en gros, et que tout soit bloqué. Donc je trouve ça un peu dommage d'attendre d'en arriver là, parce que notamment sur la question des investissements communs, etc., on aurait quand même pu y penser avant. Donc je me dis oui, elle a un bilan qui est mitigé, elle a géré plein de crises, elle les a plutôt pas si mal gérées que ça, mais avec quand même des erreurs, à mon sens, sur la crise grecque et sur la Turquie, enfin l'accord avec la Turquie que j'évoquais. Et puis effectivement, j'ai oublié le Brexit, mais erreur aussi. Mais après, elle n'est pas responsable toute seule, hein. Elle était très mal accompagnée, en gros, quand même, si je peux le dire comme ça. Elle n'avait pas un partenaire très non plus europhile de l'autre côté. Même Sarkozy, qui a été considéré comme globalement europhile, il a une vision très intergouvernementale, très gaullienne de l'Europe. Et Merkel, d'ailleurs, elle-même a une vision très intergouvernementale de l'Europe. C'est ce qui change sans doute là, parce que dans le contrat de coalition, on a revalorisé le rôle de la Commission, s'appuyer beaucoup sur la Cour de justice de l'Union européenne, notamment pour faire prévaloir l'état de droit, etc. Donc on a à nouveau une vision peut-être plus supranationale de l'Europe et moins intergouvernementale. Voilà, mais peut-être je suis trop sévère, c'est vrai, on verra. Mais après, c'est les historiens, hein, parce que là, on me demande un truc à chaud. Donc c'est la citoyenne et la politiste qui parlent plus que l'historienne, et après bah, je rends aux historiens ce qui est aux historiens, c'est-à-dire l'étude des archives en fait, et là on aura un bilan peut-être plus nuancé, on verra. Comme ça on pourra dire que je me suis trompée, en plus je suis filmée, donc on viendra me dire, ah vous voyez. Hein. Merci en tout cas Marion. Sauf vraiment urgent, je suis pas mal de là. Merci, et puis désolée d'avoir été trop longue et qu'il y ait moins de place pour les questions. Voilà, merci de votre accueil, toujours chaleureux quand je viens à Rennes, c'est sympa.